Salut, c'est Régis. Petit instant promo pour te dire que je fais un 30-30 ce jeudi 2 mai à 20h au Réservoir Bar à Bruxelles. Je partage la scène avec Jérémy Hippé, qui était un ancien invité du podcast. On va chacun faire 30 minutes de nos meilleures blagues. Ça serait vraiment chouette si la salle était remplie de monde. Donc voilà, si tu écoutes cet épisode avant le 2 mai, viens nous voir au réservoir. Si tu écoutes après le 2 mai, je fais également un autre 30-30, cette fois-ci avec Nathan Drapa, qui était le tout premier invité du podcast. Début 2020 maintenant, ça date. Mais voilà, on fait un 30-30 ensemble, donc 30 minutes de blague chacun à Charleroi. N'hésite pas à venir me voir. Si maintenant tu n'es pas du tout de Bruxelles, mais que tu veux quand même soutenir le podcast, soutenir ce que je fais, tu peux t'abonner au podcast, tu peux mettre 5 étoiles sur le podcast. Sur Spotify, on est presque à 500 personnes qui ont donné 5 étoiles, ce serait super qu'on atteigne les 500, ça me ferait plaisir. Tu peux t'abonner à ma page YouTube, tu peux partager le podcast, tu peux t'abonner à mon Instagram et me faire des retours sur le podcast pour que j'améliore le podcast. Tu peux aussi me proposer des invités, des gens que tu voudrais entendre. Là, j'ai 3 autres épisodes qui sont programmés, j'ai 2 épisodes qui sont enregistrés, un avec Rosa Bernstein qui va être super intéressant à partager avec vous, un autre avec Lou Trottignon qui est également super intéressant et qui était un bonheur à enregistrer. J'ai hâte de vous les partager, il faut juste que je trouve le temps. Mais plus tu me soutiens dans mes projets de podcast et de scène, plus j'aurai du temps parce que je vais pouvoir arrêter de donner des cours pour payer mes factures et les payer avec l'humour et le podcast, ça serait trop bien. Et j'ai un 3e épisode que je dois enregistrer, mais je dis pas encore avec qui parce que tant que ça s'est pas fait, je veux pas me porter la poisse, mais ça va être super cool également. Mais voilà, je te laisse maintenant découvrir Antec si tu ne le connaissais pas encore. Va le voir en spectacle, j'adore ce qu'il fait. Et puis je te souhaite de passer une très bonne journée et que tout aille bien. À très bientôt. Des bisous. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un humoriste que j'aime beaucoup. On s'est croisés lors de ma seule scène à Paris et j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire qu'il était mon sosie, une sorte de Régis 2.0, car lui il est membre du Jamel Comedy Club et moi pas. Mon but est donc de devenir plus connu que lui, comme ça c'est à lui qu'on enverra ma photo. Je reçois Antec, comment ça va? Ça va très bien, c'est très marrant comme intro, c'est très marrant. Parce que tout est vrai. Ouais, oui, c'est vrai que ouais. C'est vrai que tu n'es pas dans le Jamel Comedy Club. En effet, c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance que je peux comprendre en te voyant aujourd'hui et que tu n'es pas encore dans le Jamel Comedy Club, mais c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Ça c'est gentil, ça c'est gentil. En plus toi tu arrives à pousser une barbe et ça me dégoûte un petit peu. Écoute, c'est pas quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps, je t'avoue. Et du coup, j'en profite vraiment chaque jour que Dieu fait quoi. J'ai encore un peu d'espoir alors, c'est gentil. Mais oui, mais parce que ça pousse un peu quand même ouais, mais pas sur la moustache, si on veut tout savoir. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu peux avoir cette espèce de collier de barbe. J'ai un très beau collier de barbe, voilà. Ouais, OK. Il faut pas trop laisser pousser ça, je pense. OK, d'accord. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Merci à toi de t'être déplacé jusqu'à moi. Avec grand plaisir. T'es venu à Liège, on a fait chacun du chemin pour l'autre. Pas du tout, toi t'es venu pour faire ton spectacle, mais. Oui. Mais on s'est rencontrés au milieu de quelque part, en tout cas. Mais toi, t'es aussi consommateur de podcasts, t'écoutes Un Bon Moment, le Floodcast, t'as écouté Affaires Sensibles avant. Oui, c'est vrai. Oh, putain, je m'y attendais pas à ça. Mais qui part tout de suite dans le truc très glauque comme oui, c'est vrai que j'adore les criminels sur l'heure du goûter. Je suis fan de la voix de Fabrice Drouel. OK. Je trouve il pourrait me parler de l'invention des plaids, je l'écouterais quoi, parce que j'adore. Ça marche. Toi-même, tu t'es essayé plusieurs fois au podcast. Qu'est-ce que t'aimes dans le podcast en général? Alors, ce que j'aime bien, c'est que moi j'aime bien faire le ménage en écoutant un podcast parce que j'aime pas faire le ménage, mais si j'écoute un podcast, je me dis déjà ça m'oblige à faire le ménage par exemple pendant 1 heure si le podcast il dure 1 heure. Donc il y a une fonction très pragmatique et même en dehors de ça, il y a les échanges, les conversations, parce que j'aime beaucoup les podcasts de conversation. Entre le Floodcast par exemple, c'est je pense que celui que j'écoute le plus, pas très original parce que je pense que c'est un des podcasts les plus écoutés. Ouais. Mais j'aime bien les conversations, j'aime bien les échanges qui fusent, j'aime bien les vannes, j'aime bien rigoler. Donc podcast, je trouve ça rigolo. Et à côté de ça, je trouve que c'est un bon moyen aussi d'apprendre des choses. Il y a certains podcasts que j'écoute. Affaires Sensibles, c'est un peu moins la rigolade où t'apprends un peu des choses quoi, mais il y a un podcast comme L'Heure du Monde par exemple sur Spotify, c'est un petit format sur 10 minutes qui traite d'un sujet d'actualité, etc. C'est un média que j'aime bien quoi. J'aime bien écouter ça. Je préfère ça que la télé parce que tu peux faire autre chose en même temps, c'est sympa. Okay. On enregistre en ce moment à Liège où tu es venu jouer ton spectacle. Tu joues 9 soirs sur 2 semaines.
Ce soir, tu joues ton spectacle pour la première fois, 2 fois à la suite. Oui. Comment ça s'est passé la première hier soir à Liège? C'était top. En fait, il y avait tout un stress autour de ce voyage-là parce que il y a beaucoup de premières fois cette semaine. Mercredi, j'ai joué mon spectacle à Paris puisque je joue tous les mercredis à Paris au Beau Saint. Le mec il fait sa promo tout de suite. Tous les mercredis 21h15 au Théâtre Beau. Du coup, j'ai joué un mercredi à Paris et on est arrivé jeudi parce que je suis pas venu tout seul. On est arrivé jeudi à Liège pour faire la première. Donc première fois que j'enchaîne 2 soirs d'affilée dans 2 villes différentes. Et après, première fois là ce soir que je vais jouer 2 fois d'affilée. Et puis demain, ça sera la première fois que je joue 2 fois d'affilée, 2 soirs d'affilée. Okay. Donc il y a beaucoup de premières fois et ça occasionne du stress parce que on se dit est-ce qu'on va être prêt, est-ce qu'on va réussir à tenir, est-ce qu'on va rester concentré dans le truc et tout ça. Mais c'est en même temps hyper excitant. Et hier soir c'était super hein, parce que j'avais la chance de jouer dans une salle qui était complète, donc ça c'est quand même magnifique. Il y avait 150 personnes parce que c'est un théâtre à Liège où il y a pas mal d'abonnés. Ce qui est un challenge aussi assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas. Donc du coup c'est intéressant pour bosser le spectacle de voir comment les gens me reçoivent sans me connaître. À Paris, là où je joue mon spectacle, c'est beaucoup de gens qui m'ont déjà vu, qui viennent pas par hasard. Là, ici, ils viennent parce que il y a spectacle. Donc, c'est une autre démarche. Mais hier, ouais, c'était très chouette. Franchement, on s'est super bien amusé. Ah, trop bien. Mais donc, le spectacle, il s'appelle Sérotonine. Tu le joues, donc, tous les mercredis, tu l'as dit, au Théâtre Beau Saint-Martin à Paris. Ouais. De quoi il parle, ce spectacle? En fait, il parle de moi beaucoup. C'est le spectacle. En fait, je me suis rendu compte que en fait, au fur et à mesure, moi, je partirais plus de la manière dont je suis arrivé au spectacle. Moi, je suis vraiment un enfant des comédie clubs. Je suis un enfant des 5 minutes, puis un enfant des 7 minutes, puis un enfant des 10 minutes. Et au bout d'un moment, t'as envie de grandir un petit peu et de faire 1 heure. Donc, le spectacle, il s'est à la base fait de manière c'était un collage à la base de j'ai plein de différents 10 minutes qui sont marrants, donc si on en a 6 logiquement on a 1 heure, mais ça se passe pas tout à fait comme ça dans le sens où tu te rends compte que sur 1 heure il faut avoir un petit peu de liant, il faut avoir un truc où globalement avec les gens il y a quelque chose qui leur donner de quoi comprendre un petit peu. Il y a un rythme qui peut être différent aussi puisque on est sur un truc où comment expliquer ça, en fait. Sur 10 minutes, on a envie de taper, rigoler. Toutes les 10 secondes un rire. Sur 1 heure, c'est pas possible. Il faut aussi des respirations, des changements de rythme. Et du coup, pour arriver à ce spectacle aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce qui lie un peu tous mes 10 minutes? Et en fait, je me suis pas trop pris la tête parce que je me suis dit, en fait, c'est globalement mes expériences personnelles, ce que je suis. Et du coup, le spectacle aujourd'hui, il est construit de manière un petit peu chronologique aussi. En partant de qui je suis, de là où je viens, de comment, de ce qui m'a marqué quand j'étais un peu plus jeune, de ce qui me marque aujourd'hui, et il finit de manière surprenante. Voilà. le roi du teasing. Ça marche. Mais voilà, c'est un peu comme ça mais il est encore en cours de construction. C'est ça qui est trop bien avec le stand-up, c'est que ça s'arrête jamais, quoi. Okay. Du coup, il a vraiment beaucoup évolué depuis la première. C'est plus du tout le même spectacle ou? Ouais, parce que la première fois que j'ai joué 1 heure, c'était avant le Covid, c'était en 2019. À l'époque, c'était dans une petite cave à Pigalle qui n'existe plus, qui s'appelait le Sonar. C'était le spectacle qui s'appelait Heureux. Ouais, exactement. En fait, moi, je pars du principe, en stand-up en tout cas, si ton premier spectacle n'a pas été un succès, genre que t'as fini par le capter, etc. et tout, globalement ça reste un premier spectacle. Moi je comprends pas trop les gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui te disent moi c'est mon 4e spectacle, mais c'était quoi les 3 premiers? Tu vois, donc il y a toujours en fait on retravaille une base et on essaye de changer certaines recettes et tout en fonction de comment on évolue. Donc oui, c'est une nouvelle mouture, mais c'est vrai je pense que par rapport à il y a 80% du spectacle qui a changé par rapport vraiment au tout début au Sonar à l'époque en 2018, 2019, quelque chose comme ça. Et est-ce que tu as des objectifs avec ce spectacle, je veux dire en termes de salle, de tournée que tu auras envie de faire, de lieu où tu veux jouer? Je sais que tu vas jouer au Kings en mai. Ouais. C'est un objectif d'atteint. Exactement. Le 16 mai à 21h, la billetterie est actuellement ouverte. Voilà, c'est fait. Il est pas mauvais dans la promo, finalement. Le roi de la promo. L'objectif premier, c'est que là, aujourd'hui, ça fait quelques années que je fais du stand-up. Ça commence à faire quelques années que je fais du stand-up. Et je me suis rendu compte que l'objectif premier, c'est d'être raccord avec ce que tu dis et de prendre du plaisir à jouer le spectacle que tu joues. Donc ça, c'est l'objectif premier. Avant de parler de salle, de machin, de trucs comme ça, c'est d'être bien dans ton spectacle. Comme être bien dans ta peau, être bien dans ton spectacle, parce que si ton spectacle, il te correspond pas, au bout d'un moment, pour moi, en tout cas, ça deviendrait une souffrance. Ça, c'est l'objectif premier. Et là, en ce moment, je sens qu'on va vers ça.
Donc je suis très content. Et après, l'objectif de salle, j'ai la chance avec le Jamel Comedy Club, on part en tournée un petit peu, on a la chance de faire des salles qui sont absolument magnifiques. C'est vrai que moi à la base je suis du Nord, j'ai joué au Sébastopol à Lille il y a pas longtemps. Bah quand tu joues 15 minutes au Sébastopol à Lille, tu te dis si jamais je peux en jouer 60, ça me rendrait très heureux quoi. Donc il y a des salles comme ça que je vise, mais après tu vois une salle comme le République à Paris, salle de 500 places qui est absolument magnifique. Je parle de la salle du bain, tant qu'à rêver, autant rêver grand avec les grandes salles, tu vois. Mais le théâtre le République à Paris, sur une 500 places, tu joues là-bas, je sais pas, 2-3 fois par semaine, avec un spectacle dans lequel t'es bien et dans lequel tu prends du plaisir, avec des gens qui viennent te voir et qui sont contents de te voir. Bah franchement là, je crois que je serais vraiment au top du top à mon avis. J'avoue. Bah, je te le souhaite, en tout cas. Bah, je me le souhaite aussi. Mais donc, on l'a mentionné dans l'intro, mais t'es également membre de la troupe du Jamel Comedy Club. Tu fais partie de la saison 11 du Jamel Comedy Club sur Canal+. C'est ça. Vous avez fait une tournée en France, en Belgique, même à New York et à Montréal. Vous êtes passé par ma petite ville de Mons aussi. Ouais. C'est moins classe quand t'as cité New York et Montréal juste avant, mais... C'est moins classe, mais Mons, c'est une des dates que j'ai préférées ever. Le théâtre de Mons est fabuleux. Je te souhaite de jouer là-bas un jour. Je me le souhaite aussi. Parce que c'est un théâtre qui est fou, il est trop bien fait. Les gens étaient super, mais en termes d'acoustique et tout ça, quand la vanne marche bien, c'est très très kiffant quoi. Donc non, Mons, j'avais trop kiffé moi. Ça marche. Mais comment tu décrirais cette expérience du Jamel Comedy Club en général? Pour moi, ça m'a fait vraiment évoluer. Si on prend vraiment l'histoire du début, c'est cool que je le dise dans un podcast parce que les gens ils me demandent toujours comment on fait pour rentrer au Jamel Comedy Club, qu'ils ont l'impression que on peut y rentrer comme ça. Donc je vais le dire ici une bonne fois pour toutes, c'est pas facile d'entrer au Jamel Comedy Club. Non mais moi, elle commence en fait à l'époque où il y a une scène tremplin qui s'appelle la Deb Jam au Comedy Club, qui est tous les mardis depuis des années. Et moi j'ai la chance de commencer à faire la scène tremplin, de commencer à me produire là-bas au Comedy Club. Je fais cette scène tremplin pendant 1 an et demi à peu près, où au fur et à mesure de mes passages, comme ça marche plutôt bien, au début on t'appelle une fois tous les 2-3 mois, après ça devient un petit peu plus régulier, et puis après tu deviens dans les gens qu'on appelle le plus au tremplin, et t'espères un jour rentrer dans la troupe, qui est un peu le Graal, parce que ça change beaucoup de choses pour toi aussi, dans le sens où la troupe c'est un cachet d'intermittent que tu touches, et mine de rien dans nos métiers, quand tu deviens intermittent du spectacle, t'as une sécurité financière, t'as un peu plus de légitimité aussi à être dans la troupe du Jamel Comedy Club. Donc c'est un peu le rêve de ça. Pour resituer juste en termes de temps, la première fois que tu montes sur la scène du Jamel Comedy Club, c'est le 17 mai 2018. C'est tout à fait juste dans le sens où je ne connais pas la date, mais je te fais full confiance. Mais voilà, c'est pour dire que tu fais ta première scène là en mai 2018, puis tu fais les best-of du Deb Jam dès juin 2018, et tu intègres la troupe en 2022. Ouais, exactement. Donc, je veux dire, c'est pour montrer un peu le temps que ça prend pour... Exactement. Ça prend du temps. Après, il y a eu 2 choses. C'est que après le best-of de 2018, j'ai la chance de faire la première partie du Marrakech du Rire dans la foulée, qui est une expérience assez folle dans le sens où je suis très content d'y aller. Je sais pas trop comment me situer parce que je me dis mais ça me paraît trop par rapport à là où j'en suis. J'ai pas le sentiment d'être prêt. Ça va se confirmer avec cette première partie, si on est tout à fait honnête. Ce moment-là, c'est un moment où il y a trop de choses qui se passent dans ma tête, dans le sens où je me dis, attends, je prends l'avion pour aller faire des blagues, je me retrouve avec des gens connus, je suis très très impressionné, je dors dans un hôtel qui est très grand. Il y a tout un truc, le syndrome de l'imposteur, les potards sont rouges de partout, quoi. En plus, c'est pas une scène facile, c'est scène en extérieur, c'est full monde... c'est pas une scène facile, et puis pour resituer, mais en fait sur le coup moi je me rends pas compte de tout ça parce que il y a trop de trucs qui se passent et moi je suis concentré, je me dis bon je vais essayer de donner le meilleur et j'espère que ça va marcher. Je me rappelle plus de ce passage parce que je pense que j'ai complètement dissocié ce moment. C'est-à-dire que tu sais c'était un moment où je l'ai fait mais j'étais tellement stressé que quand je suis sorti je savais pas comment ça s'était passé. Bon après j'ai discuté un peu avec des gens et j'ai vu un petit peu ça s'est passé. Ça s'est pas très bien passé. Ça s'est passé, c'était un moment que tout le monde a oublié parce que clairement comme tu le dis, c'est une scène en plein air. T'es en première partie, il faut savoir que les gens sont là depuis très longtemps. Les gens ils attendent très longtemps parce qu'ils viennent des heures en avance pour avoir une bonne place parce qu'on a la vision du Marrakech à la télé où il y a tous les VIP devant qui eux arrivent
à la fin, même après la première partie, moi ils étaient pas là, et t'as des gens qui sont très loin de toi. Et toi qui es humoriste, tu sais que le stand-up c'est quand même un peu plus simple quand les gens sont un peu proches. C'est même beaucoup mieux. Ouais. Et là les gens sont très loin, donc c'est dur d'aller les chercher. Et en plus, juste avant la première partie, comme c'est de la télé, t'as une chauffe qui dure longtemps, en fait, d'un mec qui vient et qui dit « Vous êtes en forme, on va faire des applaudissements, on va faire des cris, on va faire des rires, tout ça pour vous mettre bien, pour faire des enregistrements télé, parce que des fois ils rajoutent un peu des rires, des trucs comme ça et tout ça. Oh, mon Dieu, la télé. Et au moment où le gars est trop fort, le chauffeur de salle, il est trop fort. Et au moment où les gens sont bouillants, tout le monde pense qu'il va annoncer Jamel, qui est un dieu au Maroc. Tout le monde pense qu'il va annoncer Jamel. Et à ce moment-là, au pic de ça, il dit « Mais avant d'annoncer Jamel, on a une surprise pour vous. » Il va annoncer un mec connu ni d'Ève ni d'Adam qui s'appelle Antec, et les gens sont là en mode « Ouais, c'est cool !» C'est cool. Mais c'est pas ça qu'on voulait. C'est ça. Et du coup, je fais ça, donc une expérience incroyable. Franchement, je suis trop content de l'avoir fait, quoi qu'il arrive. C'est magnifique et ça fait partie de l'histoire. C'est trop bien, quoi. Mais après, je suis testé au Comedy Club dans la troupe. J'ai pas encore le niveau. Je suis pas encore assez fort. Okay. Et je pense que les humoristes, il faut savoir aussi se dire ça à des moments. Il y a des moments où on peut être trop impatient. On a l'impression que on a un passage qui marche bien, etc. Faut se méfier de ce genre d'impression. Là, c'est juste, bon, je suis pas assez fort pour le moment, on va continuer de travailler, peut-être un jour on l'intégrera. Il y a des fois où c'est pas que t'es pas assez fort, c'est juste que tu corresponds pas, ou enfin, il peut y avoir plein de raisons, tu vois. Mais à ce moment-là, je pense que vraiment je suis pas assez fort. Mais tu l'acceptes, je veux dire, c'est pas un coup dur, c'est pas un coup à ton ego, c'est un peu, forcément, c'est un petit coup, parce que tu te dis ouais, c'est clair que j'aurais bien aimé entrer là-bas, mais à un moment donné, bon, tu te dis enfin, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir trop longtemps parce qu'il y a eu le Covid juste après. Parce que c'est ça, il y a le gap entre 2018 et 2022, il y a quand même le Covid pendant un petit moment où au final il y a rien qui se passe, et après 2022, un peu sorti de nulle part, il y a le directeur artistique du Comedy Club qui m'appelle en disant est-ce que tu veux faire un essai, et à ce moment-là ben je suis plus prêt, donc je fais un essai, ça marche bien, et puis je rentre dans la troupe, et là du coup ça fait 2 ans, et je suis trop content, et au final le rendez-vous il devait se faire à ce moment-là, et je pense que c'est pour le mieux au final. De toute façon, je pense que dans le stand-up, je veux pas donner de leçons de vie à personne pour ça, mais si tu continues à bosser, à être positif, à avoir comme simple objectif de faire marrer les gens et de donner du plaisir aux gens et de te faire plaisir, tout va bien aller pour toi. Si t'es dans des objectifs de « il faut que je joue là-bas, il faut que je joue là-bas », tu penses plus au stand-up en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense en tout cas. Ok. Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à ton actualité, entre le spectacle et le Jamel? Le spectacle à Paris, c'est tous les mercredis, ça on l'a dit. Le Jamel, non, globalement, si, je vais aller faire une date de, alors on va tester d'où viennent tes auditeurs, mais au mois d'avril, je sais pas quand ça sort, mais au mois d'avril, je vais faire une date de spectacle à Oslo. À Oslo. Ouais, justement, j'ai un très gros public de Oslo. Je m'en doutais, c'est pour ça que je dis ça. Ils se reconnaissent en moi, ils disent, mais il y a une tête de Norvégien, c'est ce qu'on est. Bah ouais. Et ça, c'est pareil, c'est le truc incroyable où je reçois un message sur Instagram. Ouais, je fais partie de l'association des Français à Oslo. On cherche à booker des spectacles. Mon mec t'a vu au Paname, il t'aime bien, il a vu que t'avais un spectacle. Est-ce que tu veux venir à Oslo? Et j'ai dit, bah oui, clairement. Enfin, aller voyager pour faire des blagues, moi, c'est un des trucs que je préfère. Donc, ouais, clairement. Allons-y, quoi, avec plaisir. Donc, envoyez un message à Régis. Si vous venez via ce podcast à Oslo, je pense que ça serait fou, quoi. Ah là, ça serait incroyable. Ouais. Là, franchement, je serais un petit peu fier de moi, je t'avoue. Ah bah, je serais fier de toi aussi. Mais j'ai regardé les stats. Voilà. Ok. C'est rare que les pays nordiques aient beaucoup ouais. Voilà. Si tu veux jouer au Canada, t'as un petit peu plus de chance. Ouais, peut-être, ouais. Et apparemment, si tu veux jouer à Paris, ça peut aider. Ouais. Oui, t'as beaucoup de gens de Paris qui t'écoutent. Le podcast est majoritairement écouté en France. Ah, ok. Je pense que le podcast est plus écouté, déjà que par chez nous, où faut encore expliquer c'est quoi un podcast. Un peu plus. Allez, ça dépend où tu es. Ah, tu penses qu'en Belgique, il y a un peu moins la culture du podcast? Ouais, il y a beaucoup moins de podcasts. D'accord. Par exemple, dans les humoristes en Belgique, on me repère en se disant, ah, c'est le gars qui a le podcast. Je fais partie des quelques-uns qui en ont un. Ah oui, d'accord. Oui, alors qu'en France, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ouais. Si tu vas au Canada, c'est un cliché. Ouais. T'es un humoriste avec un podcast, tu es un cliché. Ouais, ok. C'est vraiment ça, quoi.
Ouais, Donc- ok, je vois. Donc le podcast est plus écouté en France, et quand je regarde les stats de France, c'est le plus écouté à Paris, mais c'est aussi le public qui va voir des comédie clubs, qui va Bien voir sûr. des humoristes, donc c'est aussi pour ça que... Ouais, puis je crois qu'il y a beaucoup d'humoristes comme moi qui écoutent beaucoup de podcasts. Aussi. Bah, en fait, moi, ça m'intéresse aussi parce que ça m'intéresse aussi d'écouter des gens que je côtoie dans des podcasts un peu long format où ils vont parler un peu d'autres choses. Je me rappelle un podcast qui m'avait marqué à l'époque. Il y avait Louis Dubourg que tu dois connaître parce qu'il a eu il a eu un podcast qui a très bien marché. Un café au Losset. Un café au Losset qui était un très bon un des premiers podcasts qui mettait vraiment le côté ce qu'on fait là, un animateur et un invité qui parle un peu de lui et tout ça, et qui parle autour d'un café quoi. Et je me rappelle d'un podcast qu'il avait fait avec Ahmed Sparrow, où Ahmed Sparrow il parle de toute sa passion pour la comédie musicale et le fait qu'il a fait une école de comédie musicale, et qu'il y a un truc où Ahmed, quand on le croise, etc., on n'imagine pas du tout ça de lui. Et je trouve ça rigolo un peu de dire des mecs que tu côtoies un peu tous les jours. Et là, en fait, l'atmosphère du podcast fait que tu te livres un peu plus sur des choses dont tu parles pas dans la vie de tous les jours. Donc je pense que c'est ça que j'aime bien aussi dans le podcast, c'est découvrir un peu les gens en profondeur. Ça marche. Bah, c'est ce qu'on va faire avec toi. Ouais. Parce que maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, dans le podcast, moi j'aime remonter le temps. Mais pour ta future page Wikipédia, j'ai besoin de savoir, tu es né où et quand? Je sais que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, mais je n'ai pas la date exacte, ni le lieu exact. Eh ben, je suis né le 18 novembre 1991. Okay. À Armentières, dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, Okay. dans le Nord précisément. Pas très loin de la frontière belge. Et puis je suis très content, en plus tu as dit 91. Ouais, C'est là, magnifique. On essaye de s'habituer, parce que même pour le spectacle, c'est bien de pas trop passer pour le sale frousse tout de suite. Je crois qu'on gagne des points en faisant ça. Tu gagnes toujours des points. Tu gagnes toujours des points dans ces cas-là. Et est-ce que enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle? Waouh! Ah ouais, on y va tout de suite. Ah ouais. Franchement, je pense. Un truc qui a vraiment pas bougé, c'est que enfant, j'étais déjà quelqu'un de très bavard et de très expressif et extraverti. Et c'est vrai que quand j'étais petit, avec mon petit frère, je l'emmenais, je le tirais un peu par la manche pour faire des spectacles dans le jardin. J'étais ce type d'enfant qui fait des spectacles dans le jardin. Je sais pas à quel point mes parents étaient contents de ça, mais qui ramène toute sa famille en disant venez dans le jardin, on a préparé un truc, on fait un spectacle. Et souvent c'était à visée humoristique ou de la chanson, genre tu prends des chansons que tes parents ils aiment bien, et on faisait avec mon frère on faisait Belle de Notre-Dame de Paris, parce que c'était à l'époque où on avait 7-8 ans, c'était le summum, le top du top, ça cartonnait de partout, donc ouais, quand j'étais enfant j'aimais bien faire ça, ouais. Ok. Et est-ce que dans ton entourage les gens sont drôles aussi? Genre tes parents sont drôles, tes frères et sœurs sont drôles? Ah putain, je vais avoir des problèmes en fonction de ce que je réponds. Ma mère, ma mère, elle peut être drôle sans le savoir. Tu vois, ce genre de truc où elle dit une dinguerie ou un truc qui n'a pas de sens, mais elle le fait pas exprès. Ce qui est le rire le plus savoureux pour moi, qui n'est pas de la moquerie. Mais la frontière peut parfois être fine. Très mince, très mince. Mais de temps en temps où tu traverses la frontière, c'est ça. Ah oui, c'est quand même de la moquerie là. Exactement. Parce que ma mère elle est très extravertie. Je tiens beaucoup ça de ma maman. Et mon père est beaucoup plus pince sans rire. Mon père il aime bien, tu sais, ce genre de. Je vais pas dire une blague très fort, mais je vais la glisser comme ça. Tu vois, je vais la mettre un petit peu par dessous. Le côté pince sans rire, c'est plus mon père. Dans l'entourage proche, ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. Et est-ce que vous alliez voir des spectacles, vous en regardiez beaucoup à la télévision? Je sais que tu étais fan de Franck Dubosc, pardon. Oui, ça c'est vrai. Bah en fait, je veux pas faire dans le cliché, mais on est allé. Je crois que le premier souvenir de spectacle dont je me rappelle humoristique, c'est Danny Boone. Voilà. On a dit cliché, j'ai fait. Bon, il était voir. C'est ça. Bah il faut savoir que au-delà du cliché, je suis né dans la même maternité que Danny Boone. Ok. Ça, c'est une exclue. C'est une exclue humoristique. Vous l'avez entendu ici pour la première fois. Et Danny Boone, en fait, on a vécu dans le Nord, et puis après, mes parents, ils ont déménagé sur Saint-Étienne. Et Danny Boone, on était allé le voir au centre des congrès de Saint-Étienne. Et c'était à l'époque où son spectacle, c'était Weka. C'était où il faisait tout le sketch sur le Kawe, le sketch sur la Poste et tout ça. Et moi, j'étais fasciné, quoi. Parce qu'en plus, Danny Boone, pour moi, il parlait comme les gens de ma famille dans le Nord, quoi. Donc il y avait un truc marquant. Et l'autre souvenir marquant, c'est Dubosc au Zénith de Saint-Étienne, où, étant très fan, je sais
qu'à un moment du spectacle, il fait monter des gens sur scène. Est-ce que je fais tout pour monter sur scène? La réponse est oui. Est-ce que j'y parviens? La réponse est oui également. Ah, voilà. J'aimerais être assez connu un jour pour que quelqu'un fasse l'effort de retrouver cette image si elle existe. Je l'ai ici. Non, je rigole. Ah, Pas du tout. J'aurais adoré. Mais j'étais pas au courant que t'étais monté sur scène quand même. Ah non, mais j'avais un pull horrible. J'étais là. Mais tu sais, j'avais 16 ans, mais moi j'étais jeune très longtemps. À 16 ans, j'avais l'air d'en avoir 12. 16 ans, c'est l'âge que j'ai sur la photo de mon permis. Quand je me fais arrêter, les flics se foutent de ma gueule. C'est terrible. Et du coup, j'avais un pull tout moche. J'étais là tout timide face à mon idole. Lui, il me demandait de danser. J'essayais de danser. Il me sortait des vannes du style, ah, toi, on sent que t'as le rythme dans le sang, mais t'as des problèmes de circulation. Et tu sais, genre, il te fait une vanne, tous les gens morts de rire. Et toi, tu fais, ah, oui, c'est drôle, t'es super drôle, je t'aime trop. Et tu sais, on voit des documentaires, des fois, genre, mon enfant est trop fan de la chanteuse Jennifer ou des trucs comme ça. Moi, j'avais un peu ça avec Franck Dubosc. Okay. Oh, non, mais il est tellement charismatique. Et donc voilà, ça c'est mes 2 gros souvenirs de spectacle. Donc on allait voir de temps en temps, ouais, avec mes parents. Ok. Et est-ce que à ce moment-là, tu te disais, ça va être moi sur scène plus tard? Pas trop en fait. En fait, c'est après le spectacle de Dubosc, il y a un moment donné où je me disais, ah, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Hein, de monter sur scène et de faire rire des gens. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de musique et j'avais un groupe de musique avec qui on est monté sur scène, on a fait des concerts et tout ça. Et du coup, j'avais déjà une expérience de la scène, mais via la musique qui était complètement naturelle pour moi parce que je faisais de la musique depuis que j'avais 6 ans. Mais j'imaginais pas trop, enfin, c'était pas rentré dans mon cerveau, le truc de dire, mais tu pourrais aussi faire des blagues. Alors que quand on faisait des concerts, souvent, je faisais un peu des blagues, tu vois, entre les chansons et des trucs comme ça. Et ça m'a frappé un peu plus tard. J'ai commencé à écrire des textes ou des blagues ou des trucs comme ça, je pense 3-4 ans avant de me dire « Allez, je tente le coup du stand-up ». Mais c'était quand même bien après, parce que j'ai tenté le coup du stand-up, j'avais 25 ans, 24-25 ans. Donc, et Dubosc, je l'ai vu à 16 ans. Donc, tu vois, c'était bien après. Mais donc tu l'as dit, t'as fait de la musique pendant longtemps, t'as fait 10 ans de saxophone. Oui. À 10-11 ans, t'as déménagé à Vauche, où le maire de la ville était un ancien trompettiste, qui vous a permis de créer un album, de faire des dates et d'aller jouer dans un festival en Allemagne. Putain. Très précis. C'est très précis. Ça ramène des souvenirs très lointains, mais oui. Putain. C'est vrai, on va pas mentir aux gens. T'as dit, j'écoutais beaucoup de podcasts. C'est vrai que j'ai écouté quelques épisodes de ton podcast. Je dis, putain, il va chercher des trucs loin. Et même en le sachant, ça me surprend quand même un peu. Je me dis, putain, là. Mais oui, on avait un groupe qui s'appelait les Leftos. Que tu sais évidemment puisque t'as toutes les infos sur ma vie. Les auditeurs ont besoin de le savoir aussi. Exactement. Ouais, on était le groupe de l'école de musique. Moi je faisais du saxo. On s'est retrouvés ensemble autour de reprises de Jean-Jacques Goldman au début. Okay. Et après on a essayé de composer. On a eu la chance en fait d'être dans une ville, la ville de Vauche, à qui je rends un grand hommage, et qui était une ville très portée sur l'associatif. Et ça c'est trop cool. Des villes comme ça qui mettent beaucoup d'argent dans les associations. Et typiquement, ils nous ont beaucoup aidé pour qu'on fasse un album. Donc on a fait un album dans des conditions quasi studio, quoi. Trop bien. Avec un vrai ingénieur du son et tout. Et du coup ça existe et c'est trop cool. Et puis le festival en Allemagne, c'est parce que tu sais en France, je sais pas s'il y a ça en Belgique, mais il est villes jumelées. Et en France, il y a Vauche était jumelé avec un village qui s'appelait Neu-Isenburg en Allemagne, et du coup ils faisaient beaucoup d'échanges culturels, et à un moment donné ils ont dit vous êtes un peu le seul groupe de musique du village, à Neu-Isenburg ils font un petit festival de musique, c'est tout à fait cohérent qu'on vous envoie en Allemagne, donc tournée internationale, hein. C'est parti. Mais est-ce que à un moment dans ta vie tu te disais je vais vivre de la musique, ça va être ma vie, ça va être ma carrière? En fait il y a eu un petit moment tournant. Comment dire, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup le saxophone, et j'avais des petites prédispositions où ça se passait quand j'étais plus jeune, je me débrouillais bien en saxophone. Mon prof de saxophone, qui a été une figure hyper inspirante pour moi quand j'étais plus jeune, qui était un mec qui avait beaucoup de charisme, qui avait beaucoup d'énergie, du dynamisme et tout, qui était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup et pour qui j'avais vraiment envie de travailler, de faire des efforts, etc. Il m'a dit un jour, en soi, t'as les capacités
pour aller au conservatoire. Et si tu bosses bien, peut-être tu peux vivre de ça. Mais pour ça, il faut que tu joues des morceaux que tu n'aimes pas. Parce que un musicien professionnel, dans le sens musicien professionnel, c'est un musicien d'orchestre, des trucs comme ça, ce qu'on imagine plus de saxophoniste et tout, bah t'es amené à jouer des morceaux que t'aimes pas parce que pour des commandes ou des trucs ou machin. J'ai essayé, on a fait un petit essai et en fait je me suis rendu compte que sur des morceaux que j'aime pas, j'arrive pas à bosser quoi. Et du coup à ce moment-là je me suis dit bah tant pis, je vivrai pas de la musique parce que j'aurais pas la foi de travailler autant pour un truc qui me fait pas trop kiffer. Et au final c'est ce que je retrouve en stand-up. C'est-à-dire qu'en stand-up, t'as envie de travailler parce que tu sais qu'à la fin, c'est que du kiff. Plus tu travailles, plus tes blagues sont marrantes, plus tu kiffes. Il y a pas, enfin, il y a des trucs qui sont chiants dans notre métier. C'est pas le rêve tous les jours. Mais globalement, tu travailles avec objectif kiff, quoi. Alors que le saxo, en l'occurrence, pour être musicien professionnel, si t'arrives à kiffer sur des morceaux que t'aimes pas, magnifique. Moi, j'y arrivais pas. Donc, la porte s'est refermée là. Est-ce que tu intègres de la musique dans le spectacle? Est-ce que c'est important pour toi d'encore en faire? Ouais, parce que ça fait partie de moi. Et d'une certaine manière, j'aime bien trouver un moyen d'intégrer de la musique. Je dirais pas comment. Faut voir le spectacle pour ça, mais j'aime bien. Ça fait partie de moi. Et tout ce qui fait partie de moi peut être intéressant pour le spectacle. Ok. Après, t'as fait tes études à Montpellier avant d'aller à 20 ans faire un Erasmus d'1 an à Varsovie, d'où t'es revenu avec ton pseudonyme Antek. Qui est simplement ton prénom Antoine en polonais. Tout simplement. Est-ce que tu parles un peu polonais ou est-ce que comme moi tu connais que des insultes en polonais? Je connais des insultes plus. Quand j'étais en Pologne, j'avais fait l'effort d'avoir un début de small talk, mais juste histoire d'avoir un début de small talk quoi. Mais c'est trop dur le polonais. C'est vraiment c'est kurwa que tu connais peut-être. Kurwa, zamknij. Ah zamknij, je connais pas. Zamknij c'est ta gueule. Ah ouais, ok. Il y a spierdalaj qui est fuck you. Ok. De ce que je me rappelle. D'accord. Ça tombe les Polonais. Je suis allé en Pologne, on avait un échange avec l'école, donc on avait une famille, j'étais dans une famille et la famille venait chez moi après. Donc physiquement on se ressemble et on est tous les deux fait un échange en Pologne. Et mon instrument préféré c'est le saxo. Donc, d'accord, ok. Voilà. Est-ce que jamais fait je suis en train de parler à un miroir. T'es dans un miroir, c'est ça. Ah putain, c'est marrant. T'étais où en Pologne? C'est tout près, c'est un petit village qui s'appelle Szranów. Waouh. Tout près de Cracovie. Ah ouais, Szranów, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, sympa. À côté de Cracovie. Ah ouais, que j'aime beaucoup Cracovie. Ouais, c'est mais beau. Varsovie, c'est moins le fun, je trouve. Varsovie, en fait, Varsovie, il y a le côté, à l'époque où j'y étais, en tout cas, c'est vraiment un mix entre une vieille ville qui est mignonne, mais qui a été entièrement reconstruite comme à l'époque, parce que c'est une ville qui a été complètement bombardée. Enfin, la Pologne globalement, dans la guerre, hein, c'est pas les grands winners. Ils en ont pris vraiment plein la gueule, quoi. Et Varsovie, ce qui est bizarre, c'est que cette espèce de mix entre eux, il y a des grands malls un peu comme aux États-Unis, mais les États-Unis d'il y a longtemps. et à côté de ça, il y a une vieille ville, alors que Cracovie, c'est un peu plus mignon, c'est un peu plus t'es un peu plus en Pologne à Cracovie, je trouve, alors qu'à Varsovie, il y a ce côté capitale ouverte sur l'Europe et tout ça, c'est un peu moins c'est différent quoi. Après moi ce qui est trop bien d'être à Varsovie, c'est que t'es au centre de l'Europe et du coup moi j'ai pu énormément voyager, j'ai rencontré plein de gens super cool, enfin c'était trop bien. Moi j'ai adoré la Pologne. Et c'est pour ça que j'ai gardé en tech aussi, je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil à ça. Puis c'était un peu original, je sais pas, tout le monde m'appelait en tech, donc c'était devenu naturel, donc j'ai gardé ça. Ça marche. Donc t'as fait une école de commerce. Pourquoi ces études-là? T'avais envie de faire quoi avec ça? Bah honnêtement, je sais pas trop. Non, c'est moi j'ai suivi le cursus de je savais pas trop ce que je voulais faire. Pendant longtemps, je voulais faire du journalisme, mais je suis quelqu'un qui a tendance encore aujourd'hui à beaucoup changer d'avis tout le temps. Et comme je savais pas, je me suis orienté vers le cursus universitaire qui ferme à peu près le moins de portes, en tout cas sur le papier. C'est-à-dire qu'on m'a dit bah écoute, après le bac t'es plutôt bon élève, tu peux faire une prépa école de commerce, en sachant que prépa école de commerce, t'es pas obligé de faire une école de commerce suite à ça te fait juste 2 ans où t'apprends plein de trucs. Bon,
Il se trouve qu'à la fin, on m'a dit, le truc le plus logique, c'est de faire une école de commerce. Parce que c'était dans le titre, en fait, depuis 2 ans. Et du coup, j'ai dit, je vais faire une école de commerce, on verra bien. Et je savais pas trop, à ce moment-là, le journalisme était un petit peu sorti parce que je pense que j'étais un peu découragé à l'époque de dire, il y a très peu de débouchés, c'est compliqué. Et on me disait, tu t'exprimes bien et tout, pourquoi pas faire de la vente ou des trucs comme ça. Donc je me suis dit je vais peut-être faire de la vente. Donc je suis parti en école de commerce à Montpellier, il y avait la possibilité de voyager un petit peu, de découvrir plein de choses. J'ai pas appris énormément de choses à l'école de commerce, si on est très honnête, mais voilà, je me laissais un peu porter quoi. Et le fait que je me laisse un peu porter a fait que en sortant d'école de commerce, très rapidement, je me suis dit faudrait peut-être prendre une décision sur qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, parce que là, t'es plus à l'école, t'es en CDI, et est-ce que ça te plaît vraiment? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non. Ouais. Mais donc, t'avais un poste après tes études, donc t'as trouvé un poste de responsable commercial à Paris. Ouais. Tu dis même que tu gagnais bien ta vie. Oui. Mais à ce moment-là, tu découvres les scènes parisiennes et donc le stand-up, parce que toi, t'étais plus dans le one-man show que le stand-up. Ouais. Il me semble. Si je te coupe dans ma culture, c'est-à-dire que moi je suis en fait le stand-up je le découvre très tard parce que je connais pas du tout par exemple tout ce qui se fait aux États-Unis ou ailleurs. Moi j'ai vraiment une culture du Bosque, tu vois, du Bosque Rousseau à l'époque, ça me fait mourir de rire, Gad aussi, enfin tous les grands spectacles, l'offre one man show qu'on a en France. Le Jamel Comedy Club, c'est même pas trop un truc, enfin Jamel c'est pas trop c'est un mec que je connais évidemment, qui me fait rire quand je le vois à la télé, mais j'ai pas spécialement vu ses spectacles et tout ça. Je connais pas spécialement le Jamel Comedy Club. Et en fait, tout ça s'était un peu écarté de moi parce que dans les études, j'étais plus dans les voyages, dans le machin, un truc comme ça. Et après, j'étais plus dans le truc de t'as fait des études, ça coûte cher l'école de commerce. Là, faut trouver un bon boulot. Tu t'es dit que tu voulais faire du commerce, on y va, on va chercher le meilleur poste en commerce. Et je suis arrivé chez Nespresso parce que j'aimais bien le café aussi, donc je me suis dit pourquoi pas combiner les deux. Et en fait, je me suis rendu compte que commercial chez Nespresso, s'il y a juste le café que t'aimes et que t'aimes pas fatalement le métier de commercial, ça suffit pas en fait. Ouais. Et en fait, le fait d'arriver commercial chez Nespresso, je suis commercial dans le centre de Paris, sur une offre pour les entreprises où je suis dans le 10e et 11e arrondissement. Et à ce moment-là, j'arrive à Paris, je m'installe à Paris dans un appartement et je commence à découvrir le stand-up à ce moment-là, à 24 ans. Et en fait, quand je vois ça, je me rends compte d'un truc qui est très présomptueux, parce que j'ai été très présomptueux quand j'ai attaqué le stand-up, c'est que j'ai le sentiment que le stand-up par rapport au one man, par rapport aux souvenirs que j'ai de Dubosc et tout, je me dis mais c'est plus simple ça. Parce que le mec, il a juste un micro, il monte sur scène, il raconte des blagues, les gens ils se marrent. Putain, mais je peux le faire ça. Dubosc, je pourrais jamais faire. Le mec, il danse, il chante, il y a des musiques, il y a des machins, il y a des trucs. Là, je me dis mais ça va, hein. Et du coup, je fais je vais peut-être essayer quoi. Sauf que à ce moment-là, en fait, moi, quand il y a une graine qui me pousse dans le cerveau, j'ai tendance à penser qu'à ça. Et je suis présomptueux au point de me dire, je vais essayer. Et je pense que ça va marcher, donc je vais quitter mon taf. La veille de ma première scène. Ok. Mais avant ça, tu fais un atelier? Je fais un atelier chez Alex Nguyen à l'époque que beaucoup d'humoristes ont fait, qui s'appelle Atelier Stand-up, qui est le truc le mieux référencé sur Google à Paris. À Paris, à l'époque, tu tapes comment faire du stand-up, tu tombes direct sur Alex. Donc, on se retrouve avec que des gens qui viennent de plein de trucs différents. Ce que je trouve trop intéressant. Moi, j'ai été confronté à l'école de commerce où on vient tous d'école de commerce, on a tous des parcours un peu similaires. Là, je croise des gars que j'aurais jamais croisés dans ma vie. Un des premiers gars que je croise, tu vois, un mec comme Ghislain Blic, qui est un super pote depuis des années. On se croise à ce moment-là, on n'a pas du tout la même life, tu vois. Ghislain, il revient d'Australie où il travaillait dans la démolition, qui a une putain de culture de stand-up américain, le côté anglophone et tout. À l'époque, il a déjà un talent d'auteur. Enfin, tu connais peut-être Ghislain. Il a fait sa première partie au Kings il y a 1 mois, je pense. Ah, super. Mais Ghislain, j'adore, moi, je trouve trop fort. Et du coup, plein de gens d'origines différentes, de parcours, d'origine, de parcours différents. Et on se retrouve là-bas. Moi, je me dis, ouais, putain, j'aime bien ça. Et pour faire ça à fond, j'ai pas le choix que de quitter mon taf chez Nespresso parce que j'arriverai pas à faire les deux. Et j'ai la présomption à l'époque de me dire, si jamais ça marche pas, ça va, je me débrouille en entretien, je retrouverai du travail. Mais j'ai envie de faire ça en me disant,
si je le fais pas à fond, je pourrais pas savoir si ça me plaît ou pas. Mais tu quittes avant de faire ta toute première scène. Je quitte Nespresso. Fin de semaine, je dis je vais partir. Le lundi, je vais dans le 15e à Paris rendre ma voiture de fonction. J'avais une voiture de fonction, une super Golf automatique. Je me souviens de beaucoup de ces détails-là. Je vais rendre la voiture de fonction. Les gens me disent bon courage pour ce que tu entreprends. Je rentre en métro. Le retour en métro, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Oui. C'est terrible. Je suis jamais monté sur scène. J'ai fait l'atelier stand-up d'Alex. Mais c'est fou. Et le lendemain, je suis Cet atelier est trop fort. Hein Cet atelier est génial. Ah ouais, mais c'est pas que l'atelier, parce que dans l'atelier, tout le monde bosse. Il y a que moi qui fais ça. Okay, ouais. Et vraiment, il y a un côté très présomptueux. Le lendemain, je monte sur scène à l'Oasis Café, qui est un espèce de bar dans le 10e à Paris. Il y a très peu de monde. Il y a une scène sur une planche en bois. Je monte sur scène avec un sketch qui est très dans l'ADN du Dubosc, très mal fait. Déjà, Dubosc, tout le monde n'est pas fan, mais du Dubosc très mal fait, c'est un peu dur pour les gens, quoi. Mm-hmm. Je monte sur scène avec un sketch je joue un personnage d'un acteur porno qui se fait, qui se fait reconnaître à la mairie en allant refaire ses papiers d'identité avec le personnage du mec de la mairie un peu vicieux qui le regarde. Je me rappelle très bien, je mets mes lunettes sur le bout de mon nez, je fais un personnage, mais je crois que je vous connais, vous, et tout. C'est, en vrai, je prends 3 potes en qui j'ai vraiment très confiance, qui viennent me voir sur ma première scène. Je fais pas partie des gens qui disaient ma première scène, je l'ai fait devant personne que je connais. J'ai pris 3 potes, mais vraiment 3 bons potes, qui m'ont dit à la fin, quand tu montes sur scène, on se dit, le gars, on sent, il est à l'aise. C'est tout ce qu'on se dit pour le moment. Il est à l'aise. On sent qu'il sait mettre des mots pour constituer des phrases, mais les phrases, est-ce qu'on a vraiment envie de les entendre? On sait pas. Est-ce qu'elles nous font vraiment rire? On sait pas. Et après, pendant longtemps, moi, j'ai eu le truc de, c'est un gars, il a l'air sympa, mais il est pas marrant. Enfin, il y a des gens qui vont dire, moi, au début, ça a super bien marché tout de suite. Pourquoi pas? Moi, au début, j'avais un truc avec la scène où peut-être la musique où on se disait, ah, ce mec-là, il est pas trop mal à l'aise. Tu vois, il y a des gens qui sont très, très mal à l'aise au début sur scène. Et moi, j'avais ce truc où on sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il est sympa, mais ce qu'il raconte, c'est pas marrant. Okay, ouais. Donc, c'était ce taf-là. Il y a des gens, ils montent sur scène au début, ils ont des blagues de tueurs en série, mais sauf qu'ils savent pas les dire, quoi. Et donc, moi, c'était le travail inverse, quoi. Ok, mais là, tu fais ta première scène, donc ça se passe pas de façon incroyable. T'as quand même quitté ton boulot. Est-ce qu'il y a pas un truc de se dire, je vais renvoyer un message, leur dire c'était une blague? Non, parce que je suis un peu têtu, hein. Ouais, mais et tant mieux. Ouais. Tu serais pas là, tu vois. Je suis un peu têtu, mais en fait, à ce moment-là, et même mes potes qui me disent ça et tout, en fait, je pense que s'il y a une question de ressenti, et ça, c'est pour tous les gens qui ont déjà fait du stand-up, ils le savent. Il y a une question de ressenti où quand tu montes sur scène pour la première fois ou les premières fois, ça se passe pas bien dans le sens où t'as pas eu une dose de rire ou un truc comme ça et tout, mais tu sens très vite si c'est un truc que tu veux refaire ou pas. Et moi, quand je descends de cette scène-là, je me dis, j'ai pas été très, je me rappelle qu'à ma première scène, il y avait Paul de Chavannes. Et à ce moment-là, je vois Paul de Chavannes qui clôt ce plateau-là. Et là, je me dis, ah ouais, lui, il a capté un truc que moi, j'ai pas encore capté. Mais à ce moment-là, je me dis, je vais y retourner parce que j'ai envie, en fait. J'ai envie d'y retourner. Après, oui, peut-être que je viens de quitter mon taf et je me dis, je vais pas m'arrêter à une scène aussi. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai quitté mon taf. Parce que je me dis, j'avais besoin d'un électrochoc dans ma vie à ce moment-là. Et ça, c'est le truc de se dire, là, l'électrochoc, il est tellement puissant que t'es obligé de te mettre un coup de pied au cul. Après, 3 mois plus tard, pour répondre à cette question, 3 mois plus tard, je suis revenu chez Nespresso, mais dans un taf un peu différent. C'est-à-dire que pour la petite histoire, en fait, je m'entendais très bien avec les gens de chez Nespresso, même si je suis pas resté très longtemps. Et à une soirée d'entreprise, j'ai discuté avec un gars qui s'avérait être le DRH de Nespresso, et avec qui on a bien discuté, c'était sympa. Et le mec, il m'a dit, c'est hyper courageux ce que tu fais. Quand je suis parti, ils font un entretien de départ. Il y a l'entretien d'embauche, l'entretien de départ où ils te posent des questions qu'ils doivent te poser. Pourquoi tu t'en vas, machin, etc. Je dis, je m'en vais parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Et il me dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu te faire rester? Je lui dis non. Mais par contre,
si jamais je suis trop en galère, est-ce que je peux vous rappeler pour potentiellement travailler en boutique? Parce que tu sais, Nespresso, en fait, il y a 2 types. Moi, j'étais dans la partie tout ce qui est entreprise, parce qu'ils travaillent pour les entreprises comme de la restauration collective ou des choses comme ça, où tu vas vendre des machines pour les entreprises et pour les employés de la boîte, quoi. Et il y a la partie qu'on connaît beaucoup plus, qui est la partie boutique où les gens ils viennent acheter leurs capsules. Ouais. Et là-dedans, il y a des vendeurs, quoi. Enfin, des vendeurs. J'ai l'impression on appelle ça des experts café. et je leur ai dit, est-ce que ça serait possible de vous recontacter pour potentiellement travailler en boutique, qui est un travail qui est beaucoup moins, sans manquer de respect à personne, engageant, dans le sens où la partie commerciale pour les entreprises, c'est un travail qui va au-delà de tes heures de travail, parce qu'il faut faire du réseau, il y a beaucoup plus de trucs. En boutique, si tu travailles de 9h à 17h, à 17h, tu quittes la boutique, tu quittes ton travail, tu penses plus à ton travail. Et ton travail a des frontières. Et du coup, je me suis dit, je pourrais peut-être faire ça et faire du stand-up à côté. Et il se trouve que 3 mois plus tard, j'avais plus de sous parce qu'en plus je remboursais mon prêt d'école de commerce. Et du coup, j'ai rappelé ce mec-là sans trop d'espoir parce que je me suis dit bon, à l'époque, il m'avait dit oui, tu peux m'appeler, mais je me suis dit bon, je me barre quand même, voilà. Et le mec m'a dit ouais, aucun souci. Je vois ce que je peux faire. Et 2 heures après, j'ai la directrice de la boutique des Champs-Élysées à Paris qui m'appelle, qui me dit tu veux passer un entretien cet après-midi? Je dis avec plaisir. Elle me dit au téléphone, enfin un entretien, c'est le DRH de Nespresso qui t'envoie, donc oui. Et du coup on se rencontre et le lundi j'attaque de bosser, la chance et le truc incroyable, j'attaque de bosser en horaire aménagé pour que je puisse faire du stand-up le soir, c'est-à-dire que je finis plus tôt, il s'arrange pour que je finisse plus tôt, je bosse en 4/5e, tu vois, je sais pas si vous avez ça. Putain, c'est un peu condescendant de dire, je sais pas si vous avez les horaires adaptés en Belgique. Non, mais comme ça, il y a des différences. Moi, je préfère qu'on demande qu'on parte du principe qu'on a aussi. Ouais, ok. Et bon, ça va, alors j'ai froissé personne. mais voilà, je bosse en horaire aménagé, du coup, à ce moment-là, la vie, elle est trop cool parce que en vrai, je trouve ça super marrant de vendre du café en boutique. Et je me dis, au final, j'ai fait une école de commerce et tout, mais le côté réseautage, aller chercher des entreprises, convaincre des gens d'acheter une machine et tout ça. Alors que le côté boutique, il est sympa parce que les gens ils rentrent dans la boutique, t'as un échange qui est plus convivial. On parle de capsules, s'ils achètent pas, c'est pas grave. En soi, vaut mieux qu'ils achètent pour l'entreprise. Oui. Mais c'est plus un jeu. Il y a un jeu de séduction, de machin, de trucs, qui est un peu marrant. Et puis le produit, à l'époque, je le trouve un peu sexy. J'ai beaucoup changé d'avis, notamment sur le point de vue écologique, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, voilà. À l'époque, ça me permet d'avoir un taf alimentaire, réellement, et de continuer à essayer de progresser en stand-up, quoi. Mais après, t'as commencé à participer à un maximum de scènes ouvertes, le Sonar, le Sound Gymnase, le Café Oscar, le Café Oasis, le Feed, le Paname, le One More, plein d'autres. Comment tu décrirais tes débuts? Mais donc, tu l'as dit, on disait plus que c'était sympa, mais t'avais dit dans une interview, t'es pas drôle, mais on a envie de t'écouter. Ouais. Combien de temps? T'as vu, je l'ai dit tout à l'heure. Putain, je suis cohérent avec moi-même, je suis content. Mais comment t'as fait pour devenir drôle aussi? Bah, en fait, tout à l'heure, je te disais, dans les premières fois où je vais voir des comédie clubs, je regarde le truc et je me dis, ça a l'air facile. Bah, déjà, pour devenir drôle, ça a commencé par comprendre le fait que c'était plus dur, en fait. J'ai compris que c'était, sans manquer de respect à du one man encore une fois, mais c'est plus dur en termes d'écriture parce que il y a pas d'artifice dans le stand-up. Tu montes sur scène avec un micro dans la main pendant 1 heure par exemple sur un spectacle et t'as que ça entre guillemets pour faire rire les gens à la base. Après tu peux rajouter d'autres choses, mais à la base t'as que ça. Donc c'est dur quoi. Les gens te connaissent pas, ils disent. En plus à Paris, t'as un peu le côté. Je trouve que Paris, par rapport à d'autres endroits en France, même en Belgique, etc. Là, je le vois sur le public d'hier. Le public d'hier, ils sont là, on est venu au spectacle, on va se marrer. Le public de Liège est en plus connu pour être le meilleur public de Belgique de base. Mais il y a aussi beaucoup de spectacles qui ont été filmés à Liège. Il est connu pour être un public qui est chaleureux et s'ils aiment, on l'entend. Ouais, c'est un public qui est sonore, quoi. J'espère que je vais pas bider ce soir, hein, parce que là, sinon, ça me met une pression. Mais moi, c'est mes scènes qui se passent le mieux, c'est souvent à Liège. Ah ouais, ok. J'ai des souvenirs j'ai joué au Ardent Comedy Club, parce que je sais que Médéric, qui s'occupe du Ardent, écoute souvent les épisodes. Ok. J'ai été jouer là-bas dans une salle c'était 35 personnes. Je pense qu'après la scène, j'étais suivi par 32 des 35. Ah ouais, magnifique. Ils ont tous passé un bon moment, tout le monde venait me parler après. J'étais là, waouh, mais c'est impressionnant le bruit que ça faisait cette salle. Et à chaque
chaque fois que j'ai joué à Liège, en fait, j'ai pas de mauvais souvenirs à Liège, tu vois. Ouais, après, là où la différence dans ce que tu dis là, c'est que tu peux avoir un public sonore qui adore un machin, etc. Mais typiquement, quand tu parles des gens qui te suivent derrière, les gens, ils te suivent parce que au-delà du truc sonore, ils ont trop kiffé ce que t'as fait, quoi. Mais ils aiment je veux dire, c'est un public qui aime le montrer. Ouais. Tu vois, ils étaient là, ah oui, il faut les soutenir. On va aller directement s'abonner. Que souvent, ça fait, sortez vos téléphones, ils font, ouais, je le ferai plus tard. Ouais. Et ils le font pas. Parce que ils viennent pour rigoler, et je trouve que c'est la meilleure des démarches. En tout cas, c'est celle qui nous arrange le plus, nous, les humoristes. Mais ils viennent en se disant, bah, en fait, là, on est dans la partie kiff. C'est-à-dire que ce soir, c'est spectacle, donc on y va, on rigole. Moi, ce que je vois à Liège, ce qui est marrant, on en parlait avec Guano et Mathias, avec qui je suis ici. Les gens, ils sont bien habillés hier pour venir au spectacle. Je trouvais ça trop mignon. T'étais là, t'es en mode, putain, les gens, ils sont en mode, c'est le spectacle, on s'habille bien, etc. C'est cool. Après, on est sur un public d'abonnés. Il y avait pas mal d'anciens hier, j'avoue. Et du coup, tu sens que c'est la sortie, quoi. Mais du coup, il y a le côté un peu exceptionnel qui rend le truc cool. Alors que sur Paris, tu sens que des fois, dans les yeux des gens, t'es le fruit d'une réflexion. C'est-à-dire que ils sont venus te voir toi, mais ils hésitaient entre potentiellement toi, d'autres humoristes, potentiellement toi, d'autres humoristes, Netflix, cinéma, resto et tout ce que Paris, dans son côté magnifique, peut proposer. Ouais, c'est plusieurs centaines de spectacles par soir. Exactement. Donc du coup, dans le public parisien, tu ressens un truc où potentiellement, il y a un côté, dans les premières minutes en tout cas, convainc-nous qu'on s'est pas trompé. Et ça, c'est dur. Alors que bon, à Liège, ils sont en mode, on y va, c'est parti, on rigole, c'est cool. Il a rempli la salle, il doit être drôle. Ouais. Moi, ça me fait rire parce que j'ai pas du tout la notoriété de remplir, là, on joue beaucoup le spectacle ici. J'ai pas du tout la notoriété de remplir autant cette salle. C'est parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Mais s'ils se disent ça, ça me va très très bien. On va voir ça ce soir. On va voir ça. Il me met la pression, Régis. Non, mais en plus, moi, tu vas m'entendre, je ris très très fort. Ah, bah, trop bien. Donc, tu vas m'entendre. Si tu m'entends pas, ouais, voilà. J'adore. Je me dis souvent, quand je le dis dans le podcast, faut que j'arrête de le dire. Ouais. Parce que les gens, maintenant, s'attendent à ce que je ris fort, et s'ils m'entendent pas, se disent, ah, mais en fait, il aime pas. Ouais. Mais du coup, en même temps, si j'aimais pas, je ferais pas le podcast. Ok. Donc, c'est généralement tout ce que j'ai vu m'a fait rire. Mais tu sais, je le trouve drôle. C'est le podcast du compliment. Donc mais c'est trop gentil. Mais tu vois, sur ça, il y a un truc où j'ai beaucoup évolué aussi ces dernières années. Et un truc que j'avais beaucoup au début, c'est que moi, au début, c'est un peu mon caractère aussi. Je voulais absolument plaire à tout le monde. Je voulais absolument que tout le monde dise que je suis marrant. Les humoristes, le public, tout le monde. Et en fait, au bout d'un moment, là aujourd'hui, j'ai un peu plus fait la paix avec ça. Genre, même si ce soir tu me dis, franchement, c'est chouette, c'est cool, c'est pas trop ma cam, mais c'est cool, je suis très à l'aise avec ça. Okay. C'est-à-dire que il y a un truc où, franchement, chacun son truc. Et moi, ce qui est marrant, c'est que ce que j'aime globalement, c'est très différent de ce que je fais. Tu vois, il y a des trucs où il y a des mecs qui me font mourir de rire, mais c'est pas du tout ma vibe sur scène. Ou peut-être un peu sur certains points, je sais pas, mais je pense que ça, quand t'es humoriste et que t'arrives, j'ai encore du chemin, hein, parce qu'il y a encore des trucs qui me font mal, etc. Mais quand t'arrives à te dire, c'est pas grave si je plais pas à tout le monde, et que t'es capable de jouer devant n'importe quel humoriste sans avoir le trac et tout, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, j'étais comme ça. À l'époque, t'étais en loge au Paname. J'en sais rien, t'as un mec qui est là, qui est un peu établi, qui est dans la loge. Oh, tu te dis, putain, il est là, il va m'entendre. Et après, tu te rends compte que le gars, 99% du temps, il t'écoute pas. Parce qu'il parle avec ses potes. Qui s'y en a à foutre de ton sketch? Tu vois ce que je veux dire? Ça, et puis, ça, c'est un peu plus le côté Paris. Parce que tu te rends compte que à Bruxelles, par exemple, j'en parlais avec une pote, avec Morgane Cadignan. Peut-être que tu l'as invité un jour. Je l'ai invité, mais j'ai pas encore réussi à l'avoir dans le podcast. Mais Morgane, elle me disait, Bruxelles, c'est une bouffée d'oxygène. Parce que c'est une espèce de grande famille autour du Kings, tout le monde est là, tout le monde est sympa, tout le monde est cool. Les gens se regardent un peu, se donnent des conseils. Paris, c'est vrai qu'il y a un truc de surmenage de plateau où des fois tu fais des plateaux, t'en fais 4 le soir, t'as un plateau avec 6 humoristes, t'as les 3 du début qui sont là et après qui s'en vont et les 3 de la fin. Donc des fois tu fais un plateau avec un gars, tu le croises même pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de plus en plus quand même à Bruxelles aussi où il y a de plus en plus de scènes, de plus en plus de possibilités de jouer plusieurs fois. Donc les gens qui quittent le plateau, c'est beaucoup plus régulier qu'il y a 2 ou 3 ans où tu voyais que les gens restaient tous à la fin et ils étaient tous là pour la fin. D'ailleurs, on passait les micros, on demandait les actualités de chacun. Maintenant, quand tu le fais, t'as la moitié qui est encore là. Mais c'est juste que ça se développe. Mais généralement, les gens regardent quand même les passages aussi parce qu'on a moins souvent des loges
séparé. Tu vois, t'es dans la salle, tu regardes. D'accord. Le truc Ouais, aussi. Je suis d'accord que Mais moi, généralement à Bruxelles, ça se regarde un petit peu, ça se donne des conseils, mais il y a aussi beaucoup de passages où les gens sont sur leur téléphone ou s'occupent de leur passage. Bien sûr. Moi, j'ai déjà été stressé parce que il y a un tel humoriste qui est dans la salle. Ouais. Et après, je vais le voir et en fait, il avait ses écouteurs, il était en train de réécouter son passage à lui Évidemment. avant de monter sur scène. Donc, Évidemment, mais même dans la vie, c'est un truc où, tu sais, je sais pas si toi t'as ça, mais des fois on a ce truc de se dire, oh là là, putain, j'étais dans une soirée, je pense que j'ai dit de la merde ou j'ai parlé, j'ai dit un truc, oh là là, mais qu'est-ce qu'il doit penser de moi, il doit penser que je suis un peu con, ou j'ai fait cette blague là, bon là ça c'est le truc des humoristes, mais je fais cette blague là, ça va pas du tout fait rire, il doit se dire, oh là là, le mec il se prétend humoriste et tout. Et en fait, tout ce flot de pensées là qui est dans ta tête, au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et comme beaucoup de gens l'ont, bah, tout le monde pense à ce que tu penses dans ta tête à toi. Et du coup, ça tombe, ce mec dont tu te dis, qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Il est en train de se dire la même chose de toi. Et en fait, une fois que tu captes un peu ce truc-là, et que tu regardes un peu les gens autour, l'exemple de l'humoriste qui réécoute son passage, il y a aucune offense parce qu'il t'offense pas en faisant ça. non, du tout, et parce que on est dans un truc où c'est tellement dur d'écrire des blagues et de taffer des blagues, etc. que bah souvent quand t'es en plateau, tu viens pour taffer ton truc et à moins qu'il y ait un gars que t'aimes bien ou que t'as pas vu depuis longtemps ou que t'es dans un moment entre guillemets où moi il y a des soirs où je suis vraiment dans mon truc, j'écoute personne, et il y a des soirs où à l'inverse, c'est mon dernier plateau. Je vais me prendre un petit demi et je vais me mettre dans la salle avant ou après mon passage parce qu'il y a des gens, ça fait longtemps que je les ai pas vus et je profite du spectacle parce que ça fait du bien de temps en temps aussi. Mais ça dépend quoi. Moi, je t'avoue, moi je suis un énorme geek de stand-up. Donc quand je suis sur un plateau, moi 50% du trip, c'est de pouvoir écouter les passages des autres, quoi. Ouais, ok. Je fais aussi du double booking quand j'ai l'occasion ou même du triple, c'est plus rare. Parce qu'à Bruxelles, c'est moins facile de le faire aussi, mais c'est déjà arrivé. Mais j'aime moins parce que j'aime trop regarder le passage des autres. Ouais, ok. C'est mon kiff, quoi. Ouais. Même les passages de gens que j'aime moins le style, j'aime bien voir les idées. Bien sûr. Tu vois, genre même on parlait tout à l'heure du gong show avant l'émission, avant l'enregistrement. Et j'aime bien les passages même complètement éclatés parce que je trouve qu'ils ont une idée géniale dedans et je fais c'est trop cool cette idée. C'est trop cool, je vais pouvoir la mettre dans mon passage. Et non mais je suis d'accord avec toi. En fait, personnellement, je pense qu'il y a deux phases que j'ai. Il y a une phase où j'adore écouter. J'ai ma phase consommateur, parfois un peu boulimique de stand-up. Sur tous les plateaux, j'écoute les passages, je check. Moi, j'aime bien les idées. Moi, j'aime beaucoup les effets. C'est-à-dire que il y a des humoristes. En fait, il y a des humoristes des fois, leur texte, c'est pas le truc qui m'a le plus assis. Mais la manière dont ils parlent ou leur clown, ça me fait trop rire, quoi. Et du coup, tu vois, un mec comme Thomas VDB, il a un clown qui me fait ultra rire. Et même des fois sur des passages où le texte défendu par une autre personne, ça me ferait pas rire, mais comme c'est lui qui le fait, ça me fait beaucoup rire. Je suis sensible à ça aussi, donc sensible au texte, sensible aux effets. Il y a des périodes où je suis boulimique, où je regarde beaucoup de stand-up, même à des captas, à la télé ou machin, ou Netflix et tout ça. Et il y a des périodes à l'inverse où je me coupe beaucoup. Parce que il faut que je trouve aussi mon truc enfin c'est pas tellement un truc d'overdose, mais j'ai besoin d'aller voir autre chose que du stand-up. Tu voyager, regarder un documentaire, enfin de voir d'autres choses, quoi. Et est-ce que toi t'as une méthode d'écriture? Comment est-ce que tu travailles en fait? Moi je travaille pas beaucoup au mot près. Okay. Moi je travaille beaucoup en bloc. Souvent je trouve un angle ou une idée ou un sujet et j'essaye de buter le truc, à écrire beaucoup. Des fois ça m'arrive de tester où tout le passage parle d'une seule idée, quoi. Et après je fais le tri. Les gens ils se disent putain, il a un problème avec ce sujet, mais voilà. Et après je fais le tri. Ça c'est le premier truc à l'écrit. Et après, j'avoue que je monte très vite, parfois trop vite, avec trop peu. C'est-à-dire, pas assez de travail en amont, mais j'ai trop envie de tester. Et j'ai une petite idée qui me fait marrer. Donc, je monte, je la délivre sur scène, je vois ce que ça donne, je prends un mur dans la gueule ou pas, ou machin, etc. Ou ça, peut-être, c'est un peu marrant et tout. Et après, je travaille beaucoup à la voix, à l'enregistrement. C'est-à-dire, en réécoutant le passage, je me dis, ok,
là il y a peut-être un truc qui se passe et tout, donc je vais remodifier ça je vais le mettre dans l'autre sens et tout. En fait, je travaille la phase à partir du moment où je l'ai dit une fois sur scène, ça m'aide beaucoup parce que le voir sur le papier, j'ai beaucoup plus de mal à le projeter. Je le projette une fois que ça s'est passé sur scène. Et après, c'est beaucoup un travail de réécriture, de petite adaptation, de machin. Et moi, le problème que j'essaye de réduire avec le spectacle, c'est un truc que j'essaye de travailler un peu sur ce spectacle-là. C'est le côté, le stand-up, c'est toujours perfectible. Il y a pas de spectacle parfait. Et du coup, t'es toujours tenté de changer des petits trucs ou des machins, etc. Et à un moment donné, il faut faire la paix et se dire, ça, c'est bon. Ça sera jamais parfait. Ça, c'est bon. Comme ça, c'est marrant. C'est plus tactique de travailler sur d'autres trucs que d'essayer de consolider un truc qui est déjà un peu marrant. C'est plus tactique d'aller chercher d'autres sujets, parce que t'avances plus et tu te frustres moins. Au début, quand tu attaques, je pense que c'est bien de rester longtemps sur un 5-7 minutes, parce que honnêtement, si t'as un 7 minutes qui est carton et qui est infaillible, t'arrives à peu près tu joues dans beaucoup d'endroits. Ouais, ça t'ouvre des portes. Ça peut, ouais. Ok. En 2016, tu crées ta page artiste, et le 24 mai 2016, tu crées avec Jean-Patrick, Je suis Lapin et Ghislain Blic le plateau 33 comédies à la Grange, sur lequel il y a plein d'humoristes de talent qui sont passés. Il y a Haroun, Jason Brokers, Fari, Roman Fressinet, Shirley Swan, Montagna Dutel, enfin, quasiment tous sont passés par le plateau. Ils sont tous venus. Pourquoi cette envie d'avoir ce plateau, et comment c'était ce plateau? C'était trop bien. En vrai, l'envie, elle est simple. À la base, alors, l'idée vient de Ghislain et Jean-Patrick. Moi, je rejoins le trio 2 semaines avant la première. 2 semaines, j'ai pas du tout la paternité de cette idée de monter un lieu dans lequel faire une soirée d'humour toutes les semaines. Et en fait, elle est simple. Elle vient du fait que on débute dans le stand-up et on n'a pas d'endroit pour jouer. Et on va au Paname. Au Paname, pour jouer, il faut ramener 2 personnes. Et on est 3. Donc on y va 3 fois. Et une fois c'est JP, une fois c'est moi, une fois c'est Ghislain. Et les autres fois on est dans le public. Et on se dit on va pas avancer très vite si on fait ça. Et en plus c'est compliqué parce qu'on a aucun niveau et tout. Et bon bref, c'est compliqué. On se dit on va essayer de monter notre truc. JP a beaucoup d'idées visuelles parce qu'il est très doué là-dedans, sur des créations de logos, faire des vidéos, machin, etc. On a des petits génériques au début où on reprend des vieilles séries américaines et on fait des génériques du 33. Bref, c'est JP qui trouve le lieu. Et on veut faire une soirée hebdomadaire en se disant tout simplement, on jouera au moins une fois par semaine. On est 3, on veut inviter 3 personnes confirmées. Ça, très vite, on a cette idée-là de se dire, comme ça, en fait, à la base, on se dit comme ça, comme nous, on est tout débutants, pour les gens, il y a au moins 50% du spectacle qui tient la route. Et pour nous, ça peut nous permettre de progresser, d'être au contact de gens qu'on estime, en tout cas, très forts. Et le succès d'estime dans le stand-up prend très rapidement pour plusieurs raisons. Je pense la première, c'est que on fait une vidéo qui est assez marrante au début, donc ça nous impacte bien. Il n'y a pas énormément de plateaux à l'époque. Il y a pas tous les plateaux qu'il y a aujourd'hui. Pas encore les comédie clubs non plus fixes, quoi. Il y a le Paname et le Jamel, quoi. Mais c'est tout. Il y a pas, Il y a pas encore le Fridge, il y a pas encore le Joke, il y a pas encore le Barbès, et tous ceux qui arrivent. Non, il y a le Café Oscar aussi. Mais du coup, voilà, on crée ça. Et la chance qu'on a, c'est qu'en fait, la première édition, on a Haroun, qui est sur la rampe de lancement. C'est-à-dire que il est dans la phase où il prépare l'émission du Jamel Comedy Club, qu'il révèle aux yeux du grand public, mais dans les yeux des humoristes, tu dis, lui, c'est sûr, ça va marcher parce qu'il est trop marrant. Donc, on a Haroun sur la première, et sur la troisième, on a Fari, qui a déjà popé avec Legging et tout ça à l'époque au Jamel Comedy Club aussi, ouais. Et Fari, qui est humoriste connu. Pourquoi? Parce que mes potes hors du stand-up le connaissent. Moi, c'est comme ça que je vois qui est connu, qui est pas connu. Si un stand-upper est connu que par les stand-uppers, il est pas encore connu. Ouais. Mais quand tes potes commencent à te dire, moi, quand ma mère m'a dit, putain, il est marrant, Paul Mirabel. Je fais, ah ouais, là, ça commence à être quelque chose. Ouais. Et mais voilà, c'est des indicateurs, je trouve, c'est des bons indicateurs de popularité. Mais voilà, et du coup, c'était magnifique. On a fait ça pendant 6 ans dans différents lieux. On a grandi avec ce plateau. Ça nous a permis de tester plein de vannes. On a eu très vite, on a aussi Kian qui est venu. Vraiment, on a eu tous les gens qu'on avait envie d'avoir. Trop bien. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. À fond. Sugar Sammy aussi. Sugar Sammy aussi. Ouais, ça a été quelque chose. Ouais. Ok.
Et en août 2016, tu signes un contrat avec H2O Productions Mhm. en tant qu'auteur pour Guillaume Play sur Touche pas à mon poste. Oui. Comment on obtient ce genre de contrat et comment c'est de travailler pour une émission comme celle-là? Complètement par hasard en réalité, dans le sens où j'étais dans ma petite vie, je fais des blagues et à côté je suis en horaire aménagé chez Nespresso. Il faut savoir que mon premier CDI chez Nespresso, je le quitte 3 mois après. Mon deuxième CDI chez Nespresso en tant que vendeur en boutique, je le quitte également 3 mois après. Okay. Là, je me suis dit, bon, à mon avis, là, ils me reprendront pas forcément tout de suite. Ce qui est assez rigolo chez Nespresso, c'est qu'au bout de 3 mois, on t'offre une cafetière. Et du coup, j'ai eu 2 cafetières pour 6 mois de travail. Ce qui est peut-être un petit record dans l'histoire de Nespresso. Je sais pas s'ils offrent toujours des cafetières, mais je pense pas mal. Et en fait, bon, bref, je suis là-bas, je fais mes scènes. Je joue au Sonar et il y a un gars, en fait, qui est au Sonar dans le public, qui est humoriste aussi, débutant. Mais à côté de ça, il est auteur pour Guillaume Play à la radio, qui à l'époque bosse chez Énergie en France, qui est une très grosse émission pour les jeunes chez Énergie. Le gars, qui bosse avec Guillaume me dit, putain, bien ton profil, c'est cool. Ça te dirait de passer des essais pour devenir auteur. On cherche des auteurs parce que, Guillaume Play en fait va rejoindre l'émission Touche pas à mon poste. Et moi en fait à cette époque-là, ça fait 6 mois à peine que j'ai quitté mon taf pour faire du stand-up. Je suis vraiment dans une époque yes man au niveau professionnel. Moi je dis oui à tout peut être intéressant à faire. Je dis oui pour passer les essais, évidemment. Je passe les essais. Il y a beaucoup de gens qui passent les essais. Ça se passe bien, c'est pour faire une chronique sur l'invité à l'époque. C'est-à-dire que je passe des essais en disant ton essai c'est fais une chronique sur Hanouna. Ta carte blanche, tant qu'à faire, fais une chronique sur Hanouna. Ça se passe bien. Bon, a priori, c'est assez convaincant pour qu'ils me retiennent. Ils me proposent de travailler pour eux. Là, je prends un petit peu de recul. Pendant 2 jours, je réfléchis parce que je suis pas un fan de Touche pas à mon poste à la base. Guillaume Play, je le connais pas, si je suis très honnête. Il cartonne chez les ados, plutôt en France à l'époque. Je réfléchis pendant 2 jours. J'en parle avec ma copine à l'époque et on se dit, de toute façon, il y a aucun risque. Mais j'y réfléchis parce que du coup, je vais devoir quitter ce petit équilibre de Nespresso taf alimentaire et à côté les blagues le soir, parce que là on me demande de venir taffer tous les jours en tant qu'auteur chez H2O, horaire de bureau, open space, cool. Voilà. En vrai, pour un job d'auteur, on aime ou on n'aime pas l'émission, mais ça reste un chouette job d'auteur. Travailler tous les jours, c'est quand même... C'est ça. Et en fait, ce qui me pousse aussi, c'est que c'est un job où c'est écrire une chronique sur l'invité, et c'est un exercice qui me botte bien. C'est-à-dire, on reçoit Dubosc, par exemple, t'écris une chronique sur Dubosc, je trouve ça marrant. Donc j'y vais. Commencer de bosser, rien ne s'est passé comme prévu. Okay. C'est-à-dire que Guillaume, en fait, on fait une préparation 15 jours avant la rentrée pour commencer à bosser, commencer à se connaître en tant qu'équipe et tout ça. Et Cyril appelle Guillaume quelques jours avant l'émission en lui disant « Écoute, c'est trop technique, tu viens d'arriver, c'est trop technique de tout de suite s'attaquer aux invités. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour te faire rentrer dans l'émission, ta chronique, ça va être le top 3 des pires looses du web. Donc, rien à voir. » Et moi, je passe d'auteur à un taf qu'on appelle screener, c'est-à-dire que je cherche sur YouTube des vidéos un peu marrantes pour faire une compilation pour passer le soir. Sauf que ça, en dehors du fait de pas être mon métier, il y a des gens qui regardent plein de Reddit ou des trucs comme ça qui sont à donf et geek à fond là-dedans. Moi, pas du tout. Et du coup, à ce moment-là, c'est très compliqué parce que je sais pas trop quoi faire. On se cherche, ça passe par plein de moments parce que il cherche comment intégrer Guillaume, on essaye plein de formats, ça marche pas trop, machin, etc. Moi, ça me décourage un peu. Guillaume, à ce moment-là, commence à dire, moi, j'ai besoin de vous quasiment 24 sur 24. Moi, je commence à dire, ouais, moi, là-bas, je fais du stand-up à côté et puis j'ai pas envie d'être full dédié à ça. Pour moi, c'est un taf à côté du stand-up. Donc, il y a ça. Arrive le moment où Cyril a l'idée pour Guillaume de faire une chronique sur les haters de TPMP. Il dit ça serait super qu'on fasse une chronique sur nos haters. Il y a plein de gens qui nous détestent. Faisons-en une chronique. Guillaume, pourquoi pas toi? Moi, à ce moment-là, l'idée que j'ai, c'est de faire une caméra cachée dans le public de TPMP avec un gars qui est flouté, qui parle avec les gens pendant l'émission et qui les fait cracher sur l'émission en direct depuis le public. Cette idée plaît beaucoup à Cyril et Guillaume et ils cherchent quelqu'un parce que Guillaume fait et ça leur plaît beaucoup. Le problème c'est que c'est pas Guillaume qui peut porter cette idée parce que lui il est en plateau et c'est une idée et du coup ils me disent tu veux essayer? Je fais vas-y, ok, pourquoi pas. Donc je me place dans le public et on parle d'un truc où ça fait 1 mois et demi qu'on est dans l'émission et pour le moment Guillaume n'arrive pas à trouver sa place. Je me place dans le public, je commence à parler avec les gens, on essaye de le faire naturel, ça marche pas
parce que en fait dans les émissions de télé il y a des vigiles qui disent interdiction de parler machin, ce qui est normal, tu vois. Et moi j'arrive et je commence à dire hey, t'en penses quoi de machin et tout, et les mecs ils me disent chut, tais-toi machin, on va se faire gauler. Et en plus moi je suis là pour voir l'émission parce que c'est des gens qui viennent pour voir TPMP, donc à la base c'est pas des gens qui détestent. Donc on truque un peu le truc en disant voilà, je travaille pour l'émission, je vais m'asseoir à côté de toi, on va discuter un peu, lâche-toi si t'as des trucs, s'il y a des gens que t'aimes pas, des machins, des trucs comme ça. On fait, au final, j'enregistre dans l'émission. Derrière, je rentre chez moi, je sélectionne les moments, on fait un montage, on se dit c'est pas trop mal, on floute ma gueule. Le soir, le lendemain, ça passe dans l'émission. Il y a Michel Drucker qui est en plateau, qui dit putain, tu tiens quelque chose là. Et qui dit ça c'est vraiment marrant de cacher un gars dans ton public pendant que tu fais l'émission, qui dit ça à Hanouna. Et Hanouna fait putain super. Donc Hanouna il est saucé, il dit ça y est, on a trouvé un truc. Il vient me voir, il me dit c'est super. Le truc de l'espion, c'est super. Guillaume, à ce moment-là, je peux le dire maintenant, Guillaume, à ce moment-là, quand je lui dis, bon, Cyril est trop content et tout ça, il est un peu vénère parce qu'il est un peu jaloux que ça soit moi qui ai porté ce projet-là et que j'ai un peu la lumière. C'est à ce moment-là que je commence à découvrir les prémices du personnage de Guillaume qui rentre un peu dans cette catégorie de pervers narcissique, un petit peu, et qui est la raison pour laquelle je suis parti derrière. Qui a un visage un peu plus sombre, mais bon, ça arrive et il faut en parler. Et puis d'ailleurs, il y en a qui en ont parlé parce qu'il y a des dossiers qui sont sortis un peu sur lui. Et en fait, à ce moment-là, je dis bon, dommage que tu le prennes comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit on continue, carrément, on continue, ça marche, etc. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait la magie de Twitter que je connais pas font que les gens se rendent compte que c'est enregistré la veille. Du coup il y a des mecs d'internet qui vont dans le public, qui essayent de chercher le gars qui parle et le gars flouté, et je me retrouve sur Twitter entouré en rouge en mode c'est lui l'espion du public. Ce qui fait que du coup le format fonctionne, mais au bout d'une semaine tout le monde sait qui je suis dans le public. Et du coup t'as plein de gens qui viens t'asseoir à côté de moi, je veux passer à la télé, tu vois. Parce qu'on reste sur le public de TPMP, on n'est pas sur des prix Nobel de chimie. Et du coup on fait ça. Mais ce qui est cool, c'est que dans ce truc des haters, on a plein d'idées, et moi je me retrouve à faire aussi des micro-trottoirs où je vais à l'Assemblée nationale le lendemain de l'élection de Trump. D'où la photo de toi à l'Assemblée nationale avec un micro. Exactement. TPMP, lendemain de l'élection de Trump, le salon des 4 colonnes, qui est le salon d'interview où jamais de ma vie je pensais me retrouver, où tout le monde est là en disant alors quel retentissement ça va avoir sur la face du monde entier. Et moi je suis avec ma bonnette en mode qu'est-ce que vous pensez de Cyril Hanouna? Et je me fais jeter de partout, ce qui est exactement le contenu que je cherche. Donc j'ai des députés qui me disent Hanouna c'est une merde, et je suis là en mode putain mais gars c'est fou, parce que moi je trouve ça fou que des députés disent ça, dans le sens où tu peux le penser mais il est énormément regardé et c'est bizarre parce que pas ton avantage, quoi. Ouais, pas trop. Et tu sais très bien que c'est une émission qui va en plus te déformer un peu. Et bref, donc pour te faire cette fin d'histoire chez H2O avec Guillaume, le truc des haters, ça se passe bien, sauf qu'il y a un moment où il va trop loin, parce que c'est le genre de mec qui va un peu trop loin parfois, où il fait le principe des mean tweets. Je sais pas si t'as déjà vu ça aux États-Unis. Non, je vois pas. En fait, dans certaines émissions, qui est un peu plus la culture du rose. Les gens qui lisent les tweets, les artistes lisent leurs tweets méchants. Exactement. Et on a tenté de faire ça. Chez Jimmy Kimmel qui font. Exactement. On a tenté de faire ça. Déjà, on est en France. Attention à ça. Les gens, ils aiment pas trop, etc. Et sauf que Guillaume a tendu pendant l'émission une enveloppe rouge qui était le tweet le plus méchant pour mettre un peu d'emphase. En mode, il va le sortir de l'enveloppe à Gilles Verdez, qui a ouvert l'enveloppe et qui a dit je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Et derrière, tout le monde en mode, les autres, non, vas-y, ça fait partie du jeu, machin, etc. et tout. Et il regarde, je peux pas dire ça. Et il regarde Hanouna dans les yeux en lui disant, vraiment, je peux pas dire ça. Et Cyril va le voir parce qu'il le connaît un peu, etc. Il regarde le papier, il envoie la pub. Et c'est la fin de cette chronique. Parce que Guillaume lui avait tous dit, le papier, j'ose même pas, mais bon, c'était de l'insulte à de la famille, les enfants, machin, etc. Okay, et tout. Tu te dis, mais à quel moment tu veux faire passer ça dans une émission populaire? Mais Guillaume, il avait ses idées, et c'était quelqu'un d'un peu têtu, machin, etc. Ça lui montait à la tête, la télévision, etc. Moi, il me considérait très mal, et à un moment donné, j'ai vu à la télévision un truc j'ai vu des gens complètement au service qui donnaient plus l'heure, parce que des gens au-dessus les traitaient un peu comme des paillassons. Hanouna un peu aussi traitait certains auteurs comme des paillassons, ce que le lendemain ils le serraient dans les bras. Donc il y avait un espèce de, je trouve pas le mot, mais tu sais, pas de domination, mais de manipulation. Ouais, c'est ça, de la manipulation, un truc très malsain où tu sens que ton humeur dépend vraiment de la dernière phrase qu'il t'a dit, quoi. Ouais. Et moi, quand j'ai vu ça, en fait, le truc que j'avais, c'était pas mon rêve de faire de la télé. Déjà, ça, c'était un gros point pour moi.
C'était un truc intéressant que j'ai fait. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, je suis encore en train de rembourser un prêt d'école de commerce. J'ai tout quitté pour faire du stand-up. J'ai pas tout quitté pour être là-dedans. Et à ce moment-là, j'avais travaillé assez pour être intermittent du spectacle, qui est un truc que j'ai découvert avec la télé, que je connaissais pas avant. Et j'ai dit, franchement, je m'en vais. Je suis parti de chez H2O et là, j'avais la chance d'être intermittent, donc d'avoir des aides aussi pour me permettre de travailler le spectacle. Et c'est une expérience, si c'était à refaire, je le referais. Parce que je pense que c'est une expérience qui m'a beaucoup appris sur certaines choses. Et si c'était à refaire dans la manière dont ça s'est produit, je pense que je le referais exactement de la même manière. Je me serais cassé, j'ai aucun regret de m'être cassé. J'ai aucun regret de pas m'être cassé plus tôt. Je pense que il fallait que ça fasse partie de mon expérience. Mais j'ai envie de dire sur ce truc-là, parce que c'est quelque chose qui m'a touché, c'est quelque chose qui m'a fait du mal dans le sens où typiquement j'ai failli me séparer de ma meuf à ce moment-là. Tellement je bossais, tellement j'étais là-dedans, tellement j'étais rentré dans ce truc-là. Parce que j'étais rentré dans ce truc le truc où t'es un peu sorti de ta réalité. En mode, ta réalité, ça devient cette émission, ce machin et tout. Et ma meuf, à un moment donné, elle m'a dit, non, mais laisse tomber, on se voit plus, machin, etc. Et ça, ce moment-là dans ma life où ma meuf, elle me dit, laisse tomber, parce que c'est ma femme aujourd'hui. Et, le twist à la Michel Drucker. Oh, wow, c'est ma femme aujourd'hui. Et, non, mais tu vois, ce moment-là, ça m'a fait un électrochoc où je me dis, attends. Je vais pas tout perdre. Je vais pas perdre la meuf que j'aime le plus au monde pour tes PMP. De base, en plus, je veux faire du stand-up, donc ouais. Ouais, vraiment. et de base, je suis pas fan de tes PMP. Donc, ça m'a fait du bien. Et sur ça, c'est là où, je tarie pas d'éloges sur elle, mais même sur les gens qui m'entourent et tout. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle dans les gens avec qui je bosse. Je suis avec ma meuf depuis longtemps, et même si elle travaille pas sur les blagues, mais elle travaille sur mon équilibre un peu de vie, et je suis très sensible à ça. Et tu vois, c'est grâce à des gens comme ça aussi que tu arrives à prendre les bonnes décisions. Et là, en l'occurrence, c'était clairement la bonne décision. Okay. Voilà, c'était le petit chapitre, petit chapitre TPMP, ouais. Mais après... Désolé, j'espère que j'ai pas été trop long. Hésite pas à me couper. Hein, non, t'inquiète pas. C'est mon défaut, mon défaut et moi, mais pas vraiment. C'est je trouve que je veux pas couper les gens parce que je trouve ça trop intéressant. Donc je bois tes paroles et après je fais ah oui, okay. C'est vrai, ça fait 10 minutes qu'on en parle, mais c'est pas grave. Je trouve ça... je bois tes paroles et après je fais du montage. non, ça serait trop drôle. Je vais pas faire beaucoup de montage. En vrai, je trouvais ça vachement intéressant. C'est un truc que les gens le trouveront intéressant aussi. C'est un truc, honnêtement, et je suis content d'en avoir parlé parce que, tu vois, par exemple, quand il y a des dossiers qui sont sortis sur Guillaume Play, en fait, Guillaume, pour te dire, parce que Guillaume, pour te dire, c'est vrai que la bascule, ça a été un moment donné où il a voulu m'envoyer sur un tournage où j'étais pas censé bosser, j'étais dans un déménagement, j'avais loué un camion, j'allais chez Ikea, comme n'importe qui. Tout était organisé. Et son assistant m'appelle en disant, tu pars en tournage aujourd'hui. Je dis, non, je bosse pas aujourd'hui. En plus, Guillaume n'est pas mon employeur. À l'époque, c'est H2O mon employeur. Okay. Et H2O me dit, si tu bosses pas, c'est un jour férié. Et si tu bosses, faut une dérogation parce que si tu te pètes la jambe, on est dans la merde. Donc, tu bosses pas. Et moi, je dis, bon, je bosse pas, je déménage, j'achète des meubles et je suis content. Et son assistant m'appelle, tu pars en tournage. Et je dis, non, je peux pas, je bosse pas aujourd'hui, machin. Et son assistant, qui était un jeune gars très sympa, très très cool, il me dit, ah putain, Guillaume va pas être content. Je dis, écoute, je veux pas que ça soit toi qui en prenne plein la gueule. C'est pas ton truc. Dis-lui de m'appeler. Guillaume, il m'a appelé. Ma meuf est psychologue. Guillaume, il m'a appelé. Je l'ai mis en haut-parleur pendant une demi-heure. Et il m'en a mis plein la gueule. Mais sur un truc de, je t'ai fait rentrer dans mon équipe. À la base, t'étais personne. Ouais, et tu m'es redevable, machin. Il y a un truc de, sans moi, t'es rien. Et ce truc-là. Et quand on a entendu ça, avec ma meuf, mon coloc de l'époque et tout ça, on s'est dit, waouh. Tu sais, moi, j'arrive, je suis un mec, la télé, à la base, c'est un meuble, hein, pour moi. C'est-à-dire, c'est le truc, c'est la petite boîte, je veux pas faire le provincial, mais c'est la petite boîte dans laquelle tu vois des gens célèbres. Et là, je me retrouvais à l'intérieur, et il y a beaucoup de clichés sur le fait qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont fous. Et là, tu te dis, waouh. Ah ouais, il y a vraiment des gens qui sont ouf. À l'inverse, pas tout le monde, hein, il y a de tout partout. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, c'est trop. Et quand il y a eu de la sauce sur Guillaume un petit peu plus tard, où il y a des gens qui ont parlé sur lui en disant, c'est pas un mec agréable dans le boulot et tout ça, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont demandé si je voulais parler. Et je voulais pas parler, je sais pas pourquoi, parce que j'en avais pas envie, j'avais pas envie que ça passe pour quelque chose, un truc opportuniste ou un truc, tu sais, c'est très malsain, parce que j'aurais presque pu aller sur le plateau de TPMP pour dire ça s'est mal passé avec Guillaume. Ça ne m'aurait rien apporté sur aucun sujet, quoi. Donc je voulais pas le faire, mais là aujourd'hui en fait je le fais plus en mode on est dans un milieu qui vend un peu du rêve, et attention à pas se laisser détourner de ce qui est essentiel pour nous. C'est plus ça. Okay, ouais. Tu vois. Et moi c'est ça que j'ai ressenti, et c'est là où j'ai eu de la chance d'être super bien entouré et tout. C'est que j'avais les pieds sur terre grâce aux gens autour de moi qui m'ont dit, je pense qu'il vaut mieux que tu t'écartes un peu de tout ça parce que c'est pas du tout sain, quoi. Et il y a des gens qui ont pas forcément la chance d'être entourés, qui sont peut-être plus passionnés par des trucs et du coup un peu plus manipulables ou un peu plus accrochables par ces gens
qui sont malsains, méchants et manipulateurs et pas cool. Et aujourd'hui, je veux pas faire un pamphlet contre Guillaume. Peut-être qu'il a changé, on s'est plus reparlé, on s'est plus recontacté depuis. Et je pense pas que ça soit, malgré tout le respect que j'ai pour ton podcast, quelque chose qui détruise sa carrière. Je pense pas. J'espère qu'il a changé et qu'aujourd'hui il a grandi, parce que pareil, il était jeune à l'époque. Et peut-être qu'il a grandi et qu'aujourd'hui il est plus du tout comme ça. Mais s'il y a des gens encore comme ça avec qui vous êtes amené à travailler, il faut savoir prendre du recul, parce que sinon c'est compliqué. Voilà, c'est mon petit témoignage. Voilà, ça marche. Affaire sensible avec Guillaume. On va revenir au stand-up. Ouais, carrément. C'est beaucoup plus gai. En 2017, tu intègres l'équipe du Field. Tu joues un 30-30 tous les mercredis au Sonar avec Camille Verlin. Camille Verlin, ouais, Camille exact. Verlin. Tu lances ton émission de radio sur la web radio Air qui s'appelle Antec en Air. Ouais. Tous les jeudis de 17h à 19h pour parler de rock et de stand-up. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette émission? Rire et chanson 2.0. Mais ouais, cette émission bah pareil à l'époque cette émission c'était après cette émission c'est j'ai du temps, j'ai des projets, j'ai des envies, je me dis putain, il y a plein de gens marrants, ça serait trop cool de faire une émission de radio parce que j'ai toujours été fan de radio. Ce serait trop cool de faire une émission de radio avec plein de gens marrants. On pourrait ouvrir un truc. À ce moment-là, je cherche web radio parce que je connais pas le podcast. Ce qui est con. Je cherche web radio et je tombe sur Radio Air, une sombre radio d'un mec qui a monté, enfin sombre, sympa, mais qui a monté une petite radio associative et tout. Et je dis voilà, je fais de l'humour, j'aimerais bien faire une émission de radio. Il m'a dit bah ouais, si tu veux, tu peux diffuser sur Radio Air. Je fais bah vas-y, ok, pourquoi pas. J'appelle ça Antec on Air parce que je suis très prétentieux. J'achète une table de mixage, des micros et à tous ceux qui veulent, je leur dis vous êtes tous les bienvenus. Une chronique, un truc, une idée, ce que vous voulez. On fait ça. Et à côté de ça, moi, je passe de la zik que j'aime, comme sur les radios que j'aime. J'ai aucune idée, une espèce d'idée, aucune prise de renseignement sur le fait que la SACEM, éventuellement, on fait ça en mode dans la cave du 33. Louis Dubourg, qui a lancé un café Holo 7, il faisait une chronique sur Radio Air, sur le foot à l'époque. T'avais Juliette Follin qui est le spot du rire. Elle a déjà fait un truc là-bas. D'ailleurs, on peut retrouver toutes les émissions sur le site du spot du rire. Oui, exact. C'est le seul endroit où c'est disponible. Et oui, elle les a retrouvées, c'est vrai. Et du coup, ouais, c'était trop marrant parce que c'était le bordel. Il y avait les émissions, le son, il est horrible. Tout est dégueulasse. Mais bon, c'était cool. On a invité des gens qu'on aimait bien. J'essayais d'avoir un petit invité à chaque fois. Des fois, on l'a fait à la cave du 33. Des fois, on l'a fait dans ma coloc à l'époque. Donc, c'est trop cool. Franchement, c'était trop bien. C'est presque un truc qui manque. Aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à l'idée de podcast. J'aimerais bien faire un podcast, mais je sais, j'ai pas encore l'idée qui me fait vibrer. Je l'écouterai, parce que j'écoute beaucoup de podcasts en voiture. Et si j'en reparle, c'est que j'ai bien aimé. C'est vrai qu'en voiture, c'est bien, hein. Ouais, c'est trop bien. Moi, ici, j'ai eu une heure et quart pour venir à un podcast. Parfait. J'adore ça. Magnifique. Le 8 novembre 2017, tu joues pour la première fois ton premier spectacle qui s'appelle Heureux. Donc c'est le spectacle, un peu la première version du spectacle que tu as aujourd'hui. Exactement. Comment s'est passée la première fois où tu joues une heure, qui est quand même un moment particulier dans la vie d'un humoriste? Ou pas. En vrai, j'ai pas énormément de souvenirs, mais en fait, toute cette période, ce moment-là, en fait, je suis encore très débutant et avec du recul, c'est trop tôt pour jouer une heure. Mais encore une fois, moi, je suis pas trop sujet au regret. C'est pas quelque chose que j'enlèverais de ma petite carrière. Mais en fait, à l'époque, je me dis, c'est simple. Pour être humoriste, faut avoir un bon spectacle. Donc du coup, j'essaye de jouer sur tous les plateaux de Paris. Après, je fais une demi-heure. On a fait le 30-30 avec Camille au Sonar. On jouait à 21h30. Il y avait pas de spectacle après nous. Il est arrivé que le 30-30 se transforme en 30-45 ou 45-45. Et là, à un moment donné, je me disais, bon, 45, c'est pas mal. Tentons une heure. Et du coup, j'ai tenté une heure. Et en vrai, c'était cool. Moi, j'ai globalement des bons souvenirs. Je faisais beaucoup un mix entre du texte et de l'interaction. J'avais un petit bon burst. J'ai ces souvenirs-là. J'ai souvenir qu'au Sonar, c'était sympa. Avec du recul, je pense que j'avais une autre fraîcheur. Et des fois, c'est important de la garder parce qu'en vieillissant dans l'art du stand-up, faut faire attention à pas devenir aigri. C'est un métier, on peut devenir très aigri. J'avais une vraie fraîcheur, la fraîcheur du débutant qui découvre la vie et qui se dit, carrément, on va faire une heure. Alors qu'aujourd'hui, t'étais dans le truc où on va faire une heure, ça se prépare. J'étais là en mode, on va faire une heure, c'est pas les couilles. C'est trop cool, on est dans la cave d'un bar, les gens ils mettent ce qu'ils veulent au chapeau, c'est magnifique, quoi. Du coup, c'est plus des souvenirs de fraîcheur. Je pense pas qu'il y ait des très grands sketchs à garder de ça, mais c'est plus des souvenirs de fraîcheur, quoi. Tu penses pas que de cette première heure, il y a encore beaucoup dans ton heure actuelle? Il y en a un peu. Ok. Il doit pas en avoir beaucoup.
Il y en a un peu. Non. Je me rappelle plus trop. Mais il doit y avoir quelques bribes. Ouais. Mais ce spectacle, tu vas le jouer 22 semaines au Sonar avant de passer au Théâtre du Marais, puis avec une nouvelle mouture. Théâtre du Marais, j'ai joué une fois. Une seule fois. Ouais, un exceptionnel, ouais. Ok, pardon. Bah, Pas de souci. Une seule fois, on est dans la précision. Ouais. Puis après, tu fais une nouvelle version de ce spectacle tous les mercredis à la Comédie des Trois Bornes. Donc, comment on fait évoluer en fait un spectacle? Après avoir un an à le jouer, tu as remplacé près de la moitié du spectacle. Oui. Comment on fait pour retravailler son spectacle, l'améliorer sans arrêt Bah en fait, on enlève les moments qui sont moins marrants, quoi. Ouais, c'est vrai que ma question était pas ouf. non, c'est pas ça, mais en fait, le truc, c'est que comme t'écris tout le temps pour les plateaux, pour les machins et tout le temps en train d'écrire, t'écris. Et puis, les moments qui sont marrants, t'essayes de les rendre encore plus marrants. Les moments qui sont moins marrants, t'essayes de les rendre plus marrants. Mais si ça marche pas, tu les remplaces, quoi. Okay. Donc du coup, ça a été ça. Mais le truc qui a été compliqué, et là où les Trois Bornes, c'était un peu plus compliqué aussi, c'est que passer du Sonar aux Trois Bornes, ça a été complexe. J'ai fait le Sonar, c'était super parce que c'était une petite cave, il y avait pas de prétention. Je dis pas que les Trois Bornes, il y en avait plus, mais Trois Bornes, on passait sur un théâtre avec ticket payant. Donc c'est un autre délire. Le Marais, c'était incroyable. En vrai, le Marais, c'était fou. Le Marais, c'est là où commence à intervenir un aspect du spectacle qui est plus autour de la musique, qui est encore là aujourd'hui. Mais qu'on ne sait pas comment. Mais qu'on ne sait pas encore. Il faut venir voir le spectacle. Ouais, exactement. Mais les Trois Bornes, en fait, les Trois Bornes, j'arrête le spectacle à un moment donné où je me dis, je pense que là, il n'y a pas qu'une question de retravailler et tout. Je pense que je suis pas assez près d'une, et de deux, le spectacle est pas assez bon pour que je sois assez fier de... En fait, il faut que tu sois fier de ton spectacle quand tu joues dans un petit théâtre à Paris, parce qu'il faut le vendre à fond. Sinon, c'est très dur de remplir une salle de spectacle à Paris. Et j'étais pas encore assez fier, je me suis dit, faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Bon, au final, à peine quelques mois après, il y a eu le Covid. Mais avant ça, avant le Covid, à l'été 2018, tu joues le rôle d'Alex dans la pièce Coach-moi si tu peux. Oui. Un figurant dans la série Planqueur. Oui. Le rôle... C'est vrai. Le rôle de Cupidon dans une vidéo de Andy Rowski. Oui. Et en février 2020 dans la pièce Ce soir ou jamais. Est-ce que le métier de comédien, c'est quelque chose que tu veux développer et dans lequel tu te sens à l'aise? Aujourd'hui, moins. Mais en fait, j'ai fait des pièces qui étaient des pièces de boulevard, qui étaient des pièces qui laissaient beaucoup de place à notamment l'interaction avec le public. Donc on était sur un truc un peu middle. Je dis pas qu'il fallait pas des skills de comédien incroyables, mais on n'est pas sur une pièce où il faut savoir tout jouer en matière de comédie. Aujourd'hui, moi, j'estime pas être un grand comédien. J'estime être un humoriste, ok, mais j'estime pas être un grand comédien. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tellement de taf sur le stand-up, c'est tellement quelque chose que je veux faire évoluer bien que c'est pas un projet. C'est un truc où si on me le propose, je peux y réfléchir, mais plus sur des trucs temporaires, comme sur des vidéos ou des choses comme ça. Mais reprendre par exemple, une résidence dans une pièce qu'il faut jouer toutes les semaines, qu'il faut travailler, qu'il faut machin. Aujourd'hui, ça, j'en ai pas envie. Mais peut-être plus tard. Tu vas pas commencer à faire des castings et tout ça? Non, j'ai quasiment jamais fait de casting. Ok. Le 16 juin 2019, on l'a dit, tu joues au Marrakech du Rire. Oui. On a déjà parlé. Donc, ouais. En décembre 2019, avec Florian Maubert, Mathias Pizzinato, Mathias que t'as vu tout à l'heure. Et Guano, que j'ai vu tout à l'heure, que j'ai rencontré. Tu travailles sur Jack Byrne et l'héritier de l'Arc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah, ça c'était formidable, quoi. C'était sorti du Field. On a été le Field, donc qui est une grande scène ouverte à Paris, pour le décrire comme nous on le voyait en tout cas, qui était notre Saturday Night Live à nous, dans le sens où c'est une scène ouverte avec une équipe d'animation qui fait des intersketchs entre les passages des artistes, un groupe de musique sur le côté. C'est une scène ouverte incroyable à Paris. En fait, c'est là c'est un moment très important pour moi, mon entrée au Field, parce que c'est là où je joue dans des sketchs, donc où je développe un petit peu plus l'aspect comédien que j'avais pas du tout. Et c'est là où je rencontre Guano, Mathias et Flo, qui sont aujourd'hui des gens avec qui on est toujours très en contact, et des gens avec qui on bosse de manière très rapprochée avec Guano, puisque c'est le co-auteur de mon spectacle. Et avec Mathias, là en ce moment, il est un peu plus disponible. Donc par exemple, il est avec nous aussi à Liège, puisque on joue tous les soirs. Donc le soir on joue, après on revoit le spectacle ensemble, ce qui va pas, on essaye de modifier des trucs. Et du coup voilà, on fait ça, on reste là-bas ensemble, on s'amuse, on fait des trucs magnifiques. Et à la sortie de ce projet-là, en fait, il y a une plateforme de podcast qui s'appelle Magellan, qui nous voit au Field, et par l'intermédiaire de moi, qui nous voit au Field et qui a une idée en fait.
c'est de faire une série audio, qui est de faire un nanar audio. Donc un nanar, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film globalement drôle parce qu'il est pas bien. En gros, et où globalement il y a des cow-boys et des extraterrestres qui se battent avec des nazis, quoi. Et ça, c'est un peu les codes du nanar. Il nous dit on aimerait faire ça en série audio sur un format de 8 épisodes, et nous on vous met à dispo les voix que vous voulez des années 80 de doublage, et des gens qui travaillent sur du son au cinéma, des effets sonores de cinéma et tout. On dit mais carrément, allons-y à fond, on est trop chaud, quoi. Et on a eu l'habitude d'écrire plein de conneries ensemble, et on écrit du coup Jack Byrne et l'héritier de l'arc. Ça date un petit peu, putain, mais qui est l'histoire d'un psychologue qui se trouve être un descendant de Goebbels, mais qui aujourd'hui est complètement contre le nazisme, et qui se retrouve embarqué dans une quête un petit peu à la Indiana Jones, en duo avec un militaire américain, pour aller combattre les nazis qui sont sur le point de revenir pour former le 4e Reich, aidés par des Égyptiens antiques. Ça part dans tous les sens. Okay. Pendant 8 épisodes, avec du recul, ça n'a pas été un franc succès parce que c'était une plateforme assez confidentielle, et aussi parce que ça partait trop dans tous les sens et que fallait vraiment se concentrer pour l'écouter. Je te filerai un lien, on a retrouvé des épisodes parce que j'ai pas trouvé le... Ouais, parce que c'était sur la plateforme, et puis c'est eux qui avaient les droits dessus, donc on pouvait pas récupérer à notre regret parce qu'on voulait le mettre sur YouTube, tu vois. Mais bon, ça après c'est d'autres trucs. Et on a eu la chance de travailler, de poser nos voix dessus, de travailler avec Damien Viteka, qui est la voix entre autres de DiCaprio, qui était donc le psychologue. Jack Byrne, c'était Richard Darbois, qui est la voix de Buzz l'éclair, qui est la voix off d'énergie, qui est la voix dans Aladdin, Prince Ali, oui c'est bien lui, machin, qui chante ça. Du génie d'Aladdin, ouais, exactement. La voix de Brad Pitt. Que des voix emblématiques, la voix de Whoopi Goldberg, enfin que des gens où la voix de Morgan Freeman qui est le narrateur de notre histoire. Ah, trop bien. Et c'est incroyable. Et donc une aventure humaine qu'on a tous vécu ensemble pour la première fois tous les 4, parce qu'on se retrouve tous les 4 dans une salle à écrire une série, ce qu'on n'avait jamais fait, avec des débats jusqu'à des heures pas possibles, et après on se retrouve tous les 4 à la réalisation aussi de ça, à jouer dedans. Enfin, on a tout fait dessus, et c'était notre bébé, c'était trop bien. Franchement, c'était magnifique comme expérience. Trop cool. Bah, je veux bien le lien, vraiment. Ouais, je t'enverrai, ouais. Et j'espère un jour qu'on pourra le mettre disponible pour plus de monde, parce que c'est un gros délire à écouter. Si vous rentrez pas dedans, c'est pas grave, mais c'est un gros délire à écouter. Après, en 2020, donc comme tout le monde, tu es confiné chez toi. Pendant cette période, tu sors plusieurs podcasts. À nous de la quarantaine avec ta copine, le podcast Transit. Ouais. Tu publies des vidéos face cam, une mini-série qui s'appelle Seul, des chansons où tu imites Vianney. Il fallait absolument faire quelque chose, ou t'as pris plaisir à le faire? Bah ouais, en fait, bizarrement, la scène, ça m'a pas trop manqué, parce que le fait que sur le premier confinement, en fait, c'est un moment où on doit partir en vacances avec ma meuf, et du coup, on se dit bon bah tant pis, les vacances sont annulées. On avait un joli road trip en Écosse, c'est annulé, on reste à Paris, mais bon, c'est pas grave, on reste à Paris. Ça devait pas durer longtemps. On reste à Paris dans notre appart, et puis au final, ça dure un peu, mais bon. Tout le monde est dans la même galère, donc on se dit, on vit un truc un peu fou tous ensemble, puis ça nous fait du bien de nous poser. Moi, j'avais fait plein de trucs, donc ça fait du bien de se poser un petit peu et tout. Et à un moment donné, on se dit, bah, pourquoi pas faire un podcast, peut être marrant. On trouve le titre, à nous de la quarantaine, on parle un petit peu de tout et de rien, on sort des épisodes, on trouve ça marrant. Et après, derrière, il y avait l'idée de créer, de trouver d'autres formats. Avec Mathias et Guano et Flo, on trouve l'idée de créer Seul, où on se dit ça peut être... Non, en fait, c'est le moyen de rester actif. Parce que ce qui était très compliqué dans le confinement, c'est que t'es sur un truc où tu bouges pas, tu sais pas trop quoi faire quand t'es comédien, parce que le truc de les comédiens en profitent pour avoir l'inspiration pour écrire, c'est une hérésie, quoi, ça marche pas comme ça. Mais la scène m'a pas trop manqué, le retour a été douloureux à la scène, parce que ça faisait longtemps, quoi. Et du coup, c'était difficile de reprendre, et honnêtement, moi je me disais comment ça va refonctionner. Okay. Mais on a été beaucoup d'humoristes à se dire, est-ce que nos blagues sont toujours aussi marrantes qu'avant le confinement? Est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Est-ce que le monde a changé? Et dans ce nouveau monde, il y a une possibilité que nos blagues ne fassent plus rire personne. Est-ce que les gens ont besoin d'entendre parler du confinement? Est-ce que les gens ont besoin de pas entendre parler du confinement? Toutes ces questions-là qui étaient complexes. Et au final,
c'est revenu petit à petit. Et au final, moi, là où j'ai été assez vite rassuré, c'est que tous les projets qui étaient restés en suspens avant le confinement ont repris presque de manière naturelle après. Donc moi, j'ai eu de la chance sur ça. Moi, je connais des gens qui devaient faire un film. Le confinement a reporté le film, puis annulé le film. Ouais. Il y a des humoristes qui allaient sortir un spectacle, qui finalement ne l'ont pas sorti. Exactement. Qui après se sont dit, finalement, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est plus d'actualité. Je dois faire autre Exactement. chose. Ouais, c'est vrai. Qui parlait beaucoup d'actualité, c'était mort. Ouais. Parce que puis après, parler du confinement, c'était plus compliqué aussi parce qu'on avait un petit peu marre. T'en as parlé un tout petit peu, parce que juste après, tu fais l'émission Génération Paname. Ouais. Qui est filmée dans la salle de la Cigale à Paris. Ouais. Là, tu parles un petit peu du confinement, mais tu parles un peu des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent pas, donc tu en profites pour parler guerre en Ukraine, confinement et tout ça. Mais ça, tu vois, par exemple, sous un autre angle, c'est toujours dans le spectacle aujourd'hui, mais sous un autre angle, c'est-à-dire que il y a un moment donné où c'est marrant en fait l'idée des vannes d'actu. C'est-à-dire que cette vanne-là, au début où je la faisais, ça marchait très fort parce que c'était très précoce dans la tête des gens. Et maintenant, tu vois, tu verras dans le spectacle la manière dont je l'active, mais je parle du fait que j'ai eu le Covid il y a pas très longtemps là, et de la différence entre l'appréhension des gens du Covid aujourd'hui et de celle de 2020. Et du coup, à l'époque où c'est une vanne d'actu, là on est presque plus sur une vanne de nostalgie, parce que je pense que le confinement, mine de rien, ça fait longtemps déjà, ça fait 4 ans, tu vois, et c'est quand même un truc, c'est pas une actu du style, je sais pas. Le dérapage d'un mec à la télé où 1 ou 2 ans après potentiellement t'en entends plus parler. Le Covid, c'est une trop grosse actu. C'est comme putain, c'est horrible de... J'allais dire le truc le plus striké du monde, mais c'est pas que c'est comme le 11 septembre, mais ça fait partie de ces actus que t'oublies pas qui marquent le monde en fait. Qui marquent peu importe qui tu es, toute génération confondue. En fait, les actus qui marquent pour moi, c'est les actus où le jour où c'est tombé, tu te rappelles de ce jour-là. Donc, globalement, les gens se rappellent de où ils étaient le 11 septembre, comme globalement, les gens se rappellent de où ils étaient quand ils ont annoncé le confinement, quoi. Ouais. Moi, j'étais au Paname, c'est là où je l'ai eu, le Covid. Voilà. Tu fais c'est ta première émission télé, avec passage télé dans Génération Paname. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage. Merci. J'aime beaucoup le passage où tu parles de religion catholique et de laïcité. Merci beaucoup. Parce que je trouve que tu arrives à parler de religion catholique sans tomber dans les facilités de religion catholique. Quand tu commences à en parler, je fais on va attendre combien de secondes avant qu'il y ait une blague de pédophilie? Ouais. Et il y en a pas. Non. Ce qui est un peu rafraîchissant quand tu parles de... Mais là, du coup, maintenant je me dis dans le spectacle, t'as une grosse... Non. En fait, une grosse blague de prêtre. Non, mais c'est marrant parce que en effet, il y en a pas. Mais c'est tellement un cliché que il y a des moments où les gens en voient là où il y en a pas. Je sais pas comment t'expliquer ça. Okay, oui, mais il y a un moment où je joue on associe tellement les deux que... Ouais, il y a un moment où je joue un rôle de prêtre qui est juste en train de féliciter un enfant qui chante. Ah oui. Et à ce moment-là, il y a des rires sur le fait, des rires que je laisse faire, hein. Parce que moi, je sais où j'en suis, hein. Mais c'est marrant de se dire à quel point ce cliché, il est ancré. Mais bon, c'est pas un cliché en vrai. Si on est très honnête, les chiffres sont là aussi. Hein. Non, c'est sûr. Mais oui, mais merci. C'est quelque chose qui me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est vrai que je trouve que le truc le plus dur pour les humoristes, c'est quand tu cherches des sujets entre guillemets qui vont parler à tout le monde. En général, c'est des sujets qui sont déjà assez éculés dans le stand-up. Et essayer de trouver une autre démarche pour en parler, ça peut être compliqué d'y trouver son originalité. Moi, je suis dans la team de, à partir du moment où la base part de toi, et en l'occurrence dans la religion, la base part de moi. Ton rapport à la religion, c'est ça mon. Rien que ça, je trouve ça intéressant. C'est ça. Mais moi, après, c'est ma sensibilité aussi. Quand je vais voir un artiste, je veux qu'il me parle de lui, de ce qu'il ressent. Moi, je suis un peu moins, c'est un peu moins ma cam, les artistes qui viennent et qui font que du stand-up d'observation. La société, elle est comme ça, Moi, j'ai besoin que l'artiste, il s'investisse un peu plus, qu'il m'en donne un peu, qu'il me donne un peu de qui il est. J'ai besoin d'un peu de ça. Je suis un peu la même team. Si c'est que de l'observation, par exemple, si on prend le spectacle de Kian Kojandi, genre Pulsion, oui, il y a des blagues d'observation où il le dit lui-même, c'est des blagues pour montrer que je suis drôle. Bien sûr. Pour qu'après il puisse parler de sujets vraiment profonds et qu'on fasse ouais. Mais ce que j'aime dans le spectacle Pulsion, c'est pas les moments d'observation où il dit tout le monde se tape les cuisses en se levant et en se... Bien sûr. C'est quand il parle de l'enterrement de son père, et ce que là je trouve ça fabuleux. C'est les moments marquants, ouais. Ça c'est sûr. Okay. Donc on est dans la même team, on aime la même chose, décidément, on est la même personne.
En plus, j'ai le nez un peu bouché, donc c'est bien. Ce soir, tu vas pouvoir monter sur scène à ma place. Il ressemble, mais il est plus grand. Il est moins bon. Il fait super bien l'accent belge. Il s'est intégré de dingue. Il dit non, t'es qu'une facilité. Après, en 2022, donc t'enregistres pour le Jamel Comedy Club, mais je pense qu'on a déjà parlé pas mal. Ouais. En mars 2022, tu commences à publier des extraits de tes passages sur scène, des petits passages où tu parles d'actualité, ce genre de choses, des petits reels où tu montres ce que tu fais sur scène. Comment tu abordes ça, toi, les réseaux sociaux, les extraits, les reels, devoir se montrer, essayer de développer un public, tout ça? Très dur. C'est à la base, c'est pas ma cam, c'est pas le truc. J'ai du mal avec les réseaux sociaux. J'étais dans un truc où je me disais, je voulais pas trop montrer de trucs parce que je voulais que les gens découvrent vraiment pendant le spectacle ce qui se passe, etc. Le problème, c'est que si tu montres rien, bah personne voit et du coup personne voit le spectacle et du coup c'est un peu dommage. Donc j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Aujourd'hui, j'essaye de réfléchir davantage à une vision pour les réseaux sociaux. J'essaye de publier principalement des blagues, ce qui est plus difficile. C'est pas. Aujourd'hui, il y a tout ce phénomène de l'interaction, des gens qui parlent au public et qui font des blagues dessus, etc. Je m'interdis pas d'en poster, mais je sais que c'est plus facile d'avoir beaucoup de contenu comme ça parce que c'est du contenu que tu as en direct, c'est pas des vannes qui sont écrites. Et l'interaction, c'est un muscle. Et il y en a qui sont très musclés, qui sont très forts à ça. Et on en connaît plein. Et c'est un truc qui est très bien parce que les gens aujourd'hui en ce moment, ils adorent ça. Mais même dans un public, ils adorent ça parce qu'ils ont l'impression que le mec est vraiment fort dans le sens où c'est pas écrit. Donc là, c'est vraiment, c'est fou, il est trop fort, ce mec, il fait des blagues en rebondissant sur nous, il est trop fort. Et je le vois ici, à Liège, les gens aiment beaucoup ça. Je l'ai vu sur le spectacle d'hier, mais tu vois, je me force à pas trop en faire dans le sens où c'est pas que c'est tombé dans une zone de confort, mais j'ai pas envie de ça. C'est-à-dire, j'ai pas envie si tu mets beaucoup d'interactions, au bout d'un moment, les gens viennent te voir parce qu'ils sont en attente de ça. Et moi, j'ai pas envie de dégager ça. J'ai envie que les gens viennent me voir en disant, viens voir un spectacle. Mais si tu mets beaucoup d'interactions, les gens vont te parler. Ils vont dire, moi j'aime bien le tir à l'arc. Tu dis, c'est prendre le risque qu'après, quand t'es dans un passage plus écrit, plus construit, les gens t'interrompent pour te dire, je voudrais dire un truc là-dessus. Ouais. Ils se disent, c'est ça qu'il veut, il veut l'interaction, il aime bien ça. C'est ça. Ça coupe un peu ton rythme aussi. Ouais, je comprends. Moi, c'est un truc, mais du coup, voilà. Donc là, aujourd'hui, en fait, on travaille aussi avec Mathias, Gono, on réfléchit à plein de choses pour essayer de vraiment taffer sur toujours des blagues en comedy club. S'il y a de l'actu, des petites blagues, des machins, des trucs qui tombent, yes, on y va, sans trop dévoiler le spectacle. Ma vision par rapport au spectacle sur les réseaux, il y a des blagues de moi qui sont sur les réseaux, qui sont dans le spectacle, mais j'essaye toujours que dans le spectacle, il y ait un truc en plus. Okay. C'est-à-dire que là, sur les réseaux, même sur des captas et tout que j'ai fait, vous allez voir soit un passage qui va être amélioré, soit un passage où il y a plus de blagues en fait. Okay. Et les réseaux, c'est une petite partie du passage. Ça sera pas exactement le même passage. Exactement. Cool. Ou alors c'est une entrée et puis dans le spectacle il y a le plat de résistance après. Okay. Mais voilà. Mais dans l'idée, ouais, là je commence à me dire, ça serait bien que j'ai un peu plus de visibilité parce que j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens dans ma salle. Voilà. Ok. Mais moi, les extraits d'actu que tu as mis sur les réseaux sociaux, moi j'ai bien aimé, je trouvais ça marrant. Je me suis dit, allez, il est encore drôle comme quand je l'avais vu à Paris. Ah bon, ça va. Au Barbès, où je me suis dit, lui, je me rappelle de bien de son passage. Tu vois, ça va alors, ça va. Qui est une bonne chose. Le 28 août 2023, tu annonces le nouveau spectacle Sérotonine, oui, avec lequel tu joues maintenant, dont on a parlé. J'accélère un petit peu parce que je vois le temps qui file. Ouais, donc carrément. je vais passer directement à la fin. Ouais, avec plaisir. Donc je vais passer des questions que je pose habituellement, mais c'est pas grave. On a pris le temps de discuter. On a 5 minutes là si tu veux. On a 5 minutes, je vais en profiter pour faire le name dropping. Ah ouais, parce que ce dont tu m'as parlé. Dans tous les épisodes, il y a un name dropping. Si les fans du podcast n'ont pas leur name dropping, ils vont m'insulter. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est incroyable parce que c'est vrai que tu m'as dit juste avant que tu avais une super table de mixage grâce aux fans du podcast. Oui. Donc franchement, bravo les fans du podcast parce que c'est un super podcast. Et maintenant, avec une super table de mixage grâce à vous. Donc c'est formidable. Merci. Non, c'est vrai, mais merci beaucoup. Donc je vais passer au name dropping. Je te demande à chaque fois de me donner un humoriste, une humoriste pour chaque catégorie, que ce soit un Français, un Québécois, une Suisse, un Allemand, peu importe, mais une personne à chaque fois. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Yacine Bellous. Oui, qui est très souvent cité là-dedans. Ouais. Mais si c'est dur à battre. Rémi Boy, très sympa aussi. Ok. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? On peut plus trop dire son nom.
mais alors s'il y a des fans d'humour en termes techniques et dans la manière de raconter les histoires, c'est quelqu'un mais que j'ai pas trop envie de citer parce que malheureusement il a fait des choses, c'est un peu chiant. Mais en termes techniques, je vais pas mentir sur le fait. Mais non, mais je vais citer son nom. Mais Seb Melia, c'est quelqu'un dans son travail en tout cas qui m'a beaucoup inspiré dans sa manière d'écrire et de raconter des histoires. Donc je vais dire Seb. Ouais. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux. Ghislain Blic. L'humoriste qui pour toi joue le mieux. Celui qui vend le mieux ses blagues par son jeu. Par son jeu, un mec qui joue très fort. Ah ouais, attends, je réfléchis parce que c'est vrai que là je suis resté beaucoup sur du francophone. Putain, j'ai un gars qui m'a étonné par le jeu il y a pas très longtemps. J'ai vu son spectacle. Oui, voilà, Maniscalco. Ok. Ouais, Sébastien Maniscalco. Il a un personnage qui est souvent un peu similaire à tout, mais dans les ruptures dans le jeu. Maniscalco, Mulaney et tout. En fait, j'aime bien parler des Américains à ce moment-là, parce que souvent il y a des gens qui disent les Américains, c'est le stand-up pur, ils font que des blagues et tout. C'est putain de comédiens. Beaucoup. C'est surtout là où ils sont très forts, je trouve. Parce qu'en France, on écrit bien aussi. Et en Belgique aussi. Vive la France et vive la Belgique. Pardon. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que tu connaissais pas du tout et que t'as découvert, ou quelqu'un que tu connaissais mais qui est revenu super fort, qui t'a étonné. Je prends un petit peu le temps de... Je t'en prie. Franchement, de manière très positive, Rémi Boy m'a surpris dans la tournure qu'il a pris de je vais faire un spectacle, je vais mettre des trucs sur les réseaux sociaux, je vais vraiment me montrer parce que je trouve que ça fait partie des mecs qui sont très forts mais qu'on voit peu à plus grande échelle. Mais que le grand public ne connaît pas. Ouais, exactement. Et du coup ça m'a surpris mais vraiment de manière positive, je me suis dit, ah trop cool. C'était une surprise en mode ah trop cool. Et après là, il est en train de faire un peu un raz-de-marée mais Julien Santini, pardon, c'est quelqu'un qui sur scène me surprend très régulièrement parce que c'est un peu son style d'humour, la surprise, bonne ou bizarre, mais il est très fort. Ouais. Il est très très fort. Ok, maintenant je vais te demander de choisir entre deux humoristes et c'est un peu chiant parce que d'habitude je laisse vraiment le temps aux gens de réfléchir, mais là tu n'as pas beaucoup le temps. Bah non, mais ça sera l'exercice. Mais voilà, mais si je te demande de choisir entre deux humoristes, ça veut pas dire que l'autre humoriste que tu n'as pas choisi est pas drôle, ça veut juste dire qu'il y a 1% qui te fait rire un petit peu moins que l'autre. Ah ouais. Okay. Mais oui, donc c'est sur le critère de du rire. Du rire. Okay. C'est même pas celui que tu préfères entre les deux, c'est vraiment celui qui va te provoquer le plus de rire. D'accord, ok. Entre Marina Rollman et Blanche Gardin. Blanche Gardin. Entre Jamel Debbouze et Alexandre Kominek. Alexandre, il est trop fort. J'ai hâte de voir son spectacle, je l'ai pas vu encore. Entre Douli et Julien Santini. Santini, pour la surprise. Entre Haroun et Sugar Sammy. Sugar Sammy parce que c'est dur là. En fait, Sugar Sammy, il y a l'histoire avec lui. Sugar Sammy, ça a été mon prof de chauffe. Okay. C'est lui qui m'a appris à chauffer un comedy club. Il y a tellement un espèce de charisme, etc. Mais en même temps, Sugar Sammy, il y a aussi beaucoup, au bout d'un moment, l'interaction et tout. Alors Caron, il y a toujours des textes où tu dis ah putain. Donc là, c'est bien de mettre les deux dans le même. Mais je vais dire pour l'historique, je vais mettre Sugar Sammy. Entre Roman Fressinet et Yacine Bellous. Roman, un petit peu plus. Surtout son dernier spectacle. C'est le meilleur spectacle francophone que j'ai vu de ma vie. Okay. Entre Redouane Arjan et Louis Chappet. Ces deux gars qui jouent sur la surprise. Mais Louis Chappet, la jeunesse, la folie, la créativité, la partie où il parle un peu, il me fait délirer dans tous les parties. Ouais. Entre Ghislain Blic et Jean Patrick. C'est dur là. Hein. Là c'est dur, mais c'était obligé. Mais je vais quand même dire Ghislain. Mais je le vois un peu plus régulièrement aussi, mais là c'est dur. Là on parle vraiment de 1%. Parce que Jean-Patrick, en fait, et c'est bien, il le fait beaucoup sur les réseaux, mais Jean-Patrick, c'est le roi des one-line, quoi. Il a des one-line de folie, quoi. J'adore. Et le dernier choix, entre Guano et Mathias.
Ça, entre guillemets, je sais qu'il m'en voudra pas, mais je vais plus partir sur Guano parce que Mathias, il vient tout juste de rattaquer le stand-up. Et Guano, il travaille sur mon spectacle. Je travaille sur son spectacle qui arrive aussi. Très vite, j'espère. On est en train de travailler pour ça. Moi, je suis convaincu qu'il a tout pour faire un grand spectacle parce que dans la partie le comédien qui joue le plus, je parle de Maniscalco, de Mulaïné et tout ça, mais Guano fait partie des humoristes actuellement sur la scène de Paris qui sont énormément dans le jeu et qui sont dans le corps, dans le truc, et c'est rafraîchissant de voir ça. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu timorés parfois, des mecs comme Guano, des mecs comme Santini. Moi, c'est un truc où j'essaye de me libérer un peu par rapport à ça, mais je trouve que ça fait du bien aussi de voir ça. De voir des mecs qui bougent un peu et qui sont là en mode le stand-up, c'est bien quand on a Thomas Wiesel, c'est super, mais c'est bien s'il y a aussi d'autres styles, tu vois. Ça marche. J'ai hâte de découvrir ce soir. En tout cas, il était super sympa. Donc déjà, il aura ma sympathie déjà avant de commencer à parler. Non, mais c'est vrai, tu vois. Merci. Il va monter sur scène, je vais être là. Hey, il est sympathique. Je vais bien écouter ce qu'il va me dire. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais il en reste une toute dernière. Ouais. C'est qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Un gars que j'aime toujours entendre en podcast, et je sais que ça te ferait plaisir aussi, mais Roman, j'aimerais beaucoup. Roman Frécinet, oui. La mission Frécinet continue. Je continue à essayer de le contacter. Continue à partager sur vos réseaux sociaux. Ouais. Mettez des commentaires dans ses vidéos. Envoyez-lui des messages. Suivez-le à la sortie des Comedy Club sur une petite distance. Je vous dis, hey, participe au podcast de Régis, mais ne le suivez pas jusqu'à chez lui, s'il vous plaît. Exactement. On est dans le harcèlement gentil. Mais après, si tu veux quelques histoires de vie un peu dingo, un mec comme Guano, ça peut être surprenant aussi. Donc Frécinet et Guano, j'aimerais bien les entendre tous les... C'est des mecs un peu mystiques. Moi, j'aime bien les mecs comme ça. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir pris le temps. Régis de humeur humoristique. Et j'espère ne pas te mettre en retard parce qu'on avait dit 17h15, il est 17h32. C'est parfait, je joue dans une demi-heure mais j'ai une première partie donc ça va. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.